Une chose illégale que tu as faite dans ta vie. Oh putain, il y en a plein. Ouais, j'ai pas peur en tout cas du risque. Les joueurs de foot et ainsi de suite, à la fin, ils finissent à habiter par. Enfin, tu vois, à Neuilly-sur-Seine, quoi. À la maison, j'étais le roi du monde. À l'école, j'étais la pire des merdes. J'ai fait une soirée avec Harvey Weinstein et que j'avais fini par vendre des imprimantes chez Epson. Bon, bah concrètement, j'aurais une vie de merde. Là, j'ai fait une arnaque qui était très très drôle. Maintenant, il y a prescription, ils peuvent plus me poursuivre, je peux leur raconter cette anecdote. Au début, on t'invite, à la fin, on t'évite. C'est pas juste que c'est des branleurs, c'est des personnes qui rêvent. J'ai fait boire de l'eau à Booba. Inconsciemment, tu te mets pas des bâtons dans les roues. Je fais la première partie de Hugh Jackman à Bercy. Ben, je vais pas prendre un Xanax, je vais pas prendre une pilule, je vais prendre la boîte. Ah, toi, là, ton objectif, c'est. Éteindre Allez. la machine. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting roller coaster coming. Cédric, ça Salut, va? David. Ouais, super, merci pour ton invitation. On est Bah bien écoute, chez toi. bienvenue dans l'effet papillon, nouvel épisode de l'effet papillon. Avec toi, on va revenir sur pas mal de choses hyper intéressantes. T'as eu à peu près 1000 vies. Ouais, à peu près. Un peu comme les chats, tu sais. Ouais, je te jure. Tu fais des mutations. D'où comme ça. ton surnom 4x4. Effectivement. Et non, on va parler de pas mal de choses liées à tes activités, liées à ce que tu as eu dans ta vie. Ouais. Il y a eu des bons moments, des coups durs aussi, des moments qui ont été jalonnés aussi pas mal par l'alcool, Oui. en positif et en négatif. Oui. Donc on va revenir là-dessus. Et hyper intéressant parce que du coup, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, mais on en parlera un peu plus dans le podcast, c'est cette façon que tu as de voir la vie. Et de voir les problèmes liés à l'alcool. Ouais, Ça, c'est ouais. hyper important. Et t'en parles d'une façon évidemment très sérieuse, mais pas sous le prisme du malheur et de se flageller, etc. C'est mal, il y a le côté, c'est pas une bonne chose, mais par contre, tu le prends d'un côté, on va dire, un peu lifestyle, comme tu dis. Oui, il y a un côté décomplexé en fait. On reviendra effectivement sur le sujet, mais moi j'ai découvert que j'étais alcoolique il y a 2 ans. Avant, je pensais que j'étais épicurien, bon vivant, gros fêtard, ouh, tu vois. En réalité, non, j'étais juste malade. Et ça, en fait, cette révélation-là a donné un nouveau sens à ma vie, premièrement, et puis surtout a éclairé beaucoup de zones de mon passé, d'effets papillons aussi qui s'étaient passés lors de mon passé, où j'ai pu réinterpréter en fait plein d'actions qui s'étaient passées à l'aube de cette révélation-là. Et en fait, de découvrir à 43 ans que tu as une maladie et qu'en fait, ça s'appelle l'addiction, ça te permet de pouvoir vraiment relativiser plein de choses et de donner également un nouveau départ à ta vie, puisque une fois que tu es malade, là, après, ça s'appellerait être kamikaze de continuer, quoi, tu vois. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Trop cool. Ben, on va essayer d'apprendre un peu plus à te connaître avant de commencer les effets papillons. Tout d'abord, avant de commencer l'épisode, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent, que ce soit l'effet papillon ou un nouveau concept qui arrive très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour réagir à ce que Cédric dit. Et on va commencer maintenant. Du coup, nom, prénom, âge, Cédric Couvez, bientôt 45 ans. métier. Oh là, moi j'aime bien dire que je suis un sober serial slasher. En fait, l'idée c'est que j'ai plein de métiers, j'ai plein de passions et j'ai toujours essayé de vivre de mes passions en découvrant des professions différentes. Donc j'ai été tour à tour journaliste, chroniqueur télé, réalisateur de documentaires, DJ, producteur, organisateur de fêtes, party maker, storyteller, publicitaire, bref, beaucoup de choses qui à chaque fois peuvent se relier avec l'idée de raconter une histoire. Moi, c'est toujours ça que j'aime. Hobby. Oh là, il y en a plein. Tout ce qui touche à la pop culture au sens large, la musique, le cinéma, les histoires. Vraiment, en fait, je pense que c'est un truc. Moi, je pense que je suis encore un très très grand enfant dans l'âme. Ok. Une chose illégale que tu as faite dans ta vie. Oh putain, il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une. Alors, pour YouTube, on va mettre celle qui peut se raconter. Ouais, celle qui peut se raconter. Oh là là, non, mais il y en a plein. Mais déjà, en tant qu'alcoolique, autant te dire que j'avais quand même un comportement à risque. J'ai pu également toucher aux stupéfiants, évidemment, et faire des choses qui sont complètement illégales. Très sincèrement, j'ai pas une anecdote comme ça particulièrement trash, mais
On n'est pas dans le trash Ouais, pour cet ouais. épisode. Non, mais il y en a plein. En fait, après, le concept même de l'égalité, je trouve que c'est intéressant parce qu'autant, effectivement, c'est bien d'avoir des lois, mais moi, je suis plutôt libertaire comme garçon. J'aime bien, je suis pas très normatif, j'aime pas trop ça, donc à partir de là, je peux m'affranchir de certaines choses, quoi. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent. D'avoir arrêté de boire. Alors là, réellement, c'est la meilleure décision de ma vie et c'est pas du pipeau, genre oui, non, c'est juste qu'en fait, Sobre depuis combien de temps? bien, ça va faire 2 ans. Ok. Si tu devais regarder un seul film, un seul livre ou une seule musique tout le reste de ta vie. Alors, Fight Club en film, est-ce que je peux te raconter pourquoi? Vas-y. En fait, ce film a changé ma vie. Il m'a changé la vie, en fait, quand il est sorti en 98, 19 peut-être. En gros, j'avais 18 ans. Et ce film-là m'a fait comprendre un peu dans la schizophrénie du personnage. Bon, je pense que tout le monde l'a vu, mais en tout cas... Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ah bah, Alors on tu le sais voit quoi ensemble. Tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est Je incroyable. suis vidéaste et il y T'as a pas vu Fight Club? 1 milliard de films que j'ai pas vu. Je suis très mauvais cinéphile. Ouais, non, mais celui-là, il faut que tu le vois. Alors là, on se le remettra ensemble. Non, mais ce film-là a changé ma vie et je pense que ça peut changer la vie de plein de gens. Ça va peut-être changer la tienne. Attention. Ok. Et en fait, alors je te dévoile rien, mais en réalité, vraiment, il y a un twist. Et puis, en fait, il y a une narration qui te fait comprendre que t'es pas forcément le petit mouton qui doit rester dans le cadre, qu'il y a une vie à côté. Alors évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais ça reste extrêmement actuel. C'est un film qui ne vieillit pas. Et même en termes de direction artistique générale, les costumes sont incroyables. Et encore aujourd'hui, en fait, les gens s'habillent comme ça. Enfin, tu vois, le truc a plus de 30 ans. Enfin, c'est fou. On le verra ensemble. Ok. Bah, avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que j'entends souvent parler. Et, Fight Club. le numéro le plus connu de ton répertoire. Ouais, ça serait peut-être mon vieux pote Mouloud Achour avec qui j'ai fait de la télé. Bah, si Mouloud passe Ouais, Mouloud, sur regarde le l'émission, podcast, et regarde puis, l'effet papillon. avec plaisir pour l'avoir sur le fauteuil un jour. Super, mais après avoir découvert un peu plus sur toi, moi j'aime bien parler de l'effet papillon de la rencontre avec l'invité. Et du coup, on est obligé de saluer. J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Tu sais, je salue tout le monde. Je salue Mouloud, salut Tom. Putain, c'est la vieillesse. Ça. Michel Zemmour. Je te jure. Non, bah alors du coup, je suis obligé de faire un petit clin d'œil à Tom Appé, qui est un DJ, directeur artistique et également un de mes meilleurs amis, qui du coup m'a parlé de toi il y a déjà très longtemps, parce qu'on évolue tous les deux dans un domaine qui est le monde de la nuit. En tant que DJ, et c'est vrai qu'on s'est croisés dans quelques soirées dans la résidence qu'on avait sous le grand hôtel de Bordeaux qui s'appelait le Black Diamond. Ouais. On se croisait de loin, tu sais, comme des collègues, Ouais. salut, ça va, et tout, les courtoisies habituelles. Et après, bah, la vie passe, et voilà, la vie continue, et on n'en parle pas plus que ça. En plus, après, l'établissement a fermé, donc bah, on s'est un peu perdu de vue, etc. Et on s'est recroisés il y a quelques semaines dans un nouvel établissement où tu mixais. Et le lendemain, du coup, j'appelle Tom. Je parle de toi à Tom, je dis, ah tiens, je l'ai vu et tout. Il me dit, ah oui, il m'a dit que vous êtes vu et tout, il était content. Il fait, ah, t'as vu son podcast? Je fais, non, je savais même pas qu'il avait un podcast. Et du coup, il me parle de ça pendant une demi-heure. Il me dit, super personne, il a combattu ses addictions, il en parle d'une façon vraiment détachée. Enfin, c'est vraiment intéressant et tout. Qu'est-ce que je fais direct? Je raccroche, j'écoute le podcast. Du coup, je découvre un petit peu ta vie qui est bien plus profonde que ce qu'on aurait pu y laisser paraître Bien sûr. quand nous on se parle Bien sûr, par bien sûr. courtoisie. Et c'est ce que j'aime justement dans l'effet papillon, c'est ce truc-là de se dire que tu vois un appel de Tom, j'écoute le podcast vraiment en mode bon, bah, ok, on va voir. J'avais un petit peu de temps devant moi, je suis allé, on essaie de voir ça. Et j'ai été accroché direct sur le podcast. Déjà, t'as une voix très podcast. Donc déjà, c'est agréable à écouter. Ouais. Parce qu'il y a des voix qui sont un peu Oui, moins agréables et tout. marche moins. Là, déjà, j'ai été pris par ça. Et surtout, de la façon dont tu parlais des choses et de la façon dont tu vas aborder l'alcoolisme et toutes tes aventures qui en découlent, pro, perso et tout. Enfin, c'était vraiment puissant. Et bah, du coup, direct, je t'ai envoyé un message déjà pour te féliciter. Et c'est quelque chose que je dis et je le redis. J'en ai parlé dans un autre épisode qui n'est pas encore sorti. Je trouve que on ne félicite plus les gens. Ouais.
dans les milieux dans lesquels on est, etc. Tu sais, la créativité, on essaye de développer des choses. Tu lances un podcast, moi j'ai le mien, je fais de la vidéo, tu fais de la musique. C'est des métiers très créatifs où tu sais, on est très exposé au regard des gens. Et c'est dur, tu vois, déjà de mettre ce qu'on a sur la table. Bien sûr. Bam, on le balance, c'est pour vous. Bien sûr, c'est un peu comme si tout le monde jugeait ton bébé quand il vient de Ah, naître. je te jure. Tu sais, Et tu sors de la maternité, tu ouais, non, il est pas beau. Ouais, c'est ça. Ah, J'aime bien, génial. Non, Ouais, bon. pas ouf. C'est- Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve Qui est très, dur. très dur dans la créativité et Mhm. qui me pèse assez régulièrement. Et souvent, il y a aussi un truc, c'est que les personnes qui critiquent ou qui... alors, la critique peut être bonne ou mauvaise, mais ou en tout cas qui commentent, qui machin, ne font rien. Et c'est ça qui est le pire, c'est que t'es là, tu te dis, mais, Il faut mais prendre du fais recul. un truc, Il quoi, faut tu prendre du vois. recul. C'est Voilà. vrai, parce que c'est toujours plus facile de Bah critiquer que de faire. ouais, c'est tellement plus simple de rien branler, de se dire, bah tiens, non, ça C'est c'est de la nul, merde, ça mais c'est... voilà, Voilà. non, mais je Alors suis- que- voilà. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, maintenant, j'essaye de toujours, tu vois, envoyer Ah, un c'est cool. message et dire, je suis fier de toi, félicitations, je suis trop content pour toi et tout. Parce que on le pense, tu Bien vois, sûr, évidemment, bien sûr. mais on le dit pas. Ouais, Et t'as raison. du coup, je suis dans cette démarche maintenant. C'est bien. Et donc, tu vois, on se connaissait pas plus que ça, Ouais. mais je t'ai envoyé un message. Le premier truc que je t'ai dit, c'est franchement, félicitations, je suis vraiment. Ouais, j'ai apprécié, pour le coup, c'était... Ouais, parce que je suis adorable. bluffé de la façon dont t'en parles. Et c'était la première fois que j'entendais cette façon-là, Mm. enfin, cet angle de vue Ouais. sur ce problème-là, Ouais. qui est l'alcoolisme. Ok, Cédric, du coup, on va passer au premier effet papillon, qui est du coup année 2000. Ouais. T'es en IUT de commerce. Donc, on va simplifier un peu comme une école de commerce pour ceux qui ne connaissent Après le pas. bac, ouais. C'est un post-bac. T'es viré au bout de 6 mois Oui. après avoir commencé ton école. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu fais boire de l'alcool à ta prof? Oui, je peux. Bon, en fait, déjà, il faut faire un tout petit rewind. À l'origine, moi, je viens de banlieue parisienne. J'ai passé mon adolescence à me dire, je suis pas dans le bon aquarium, c'est pas du tout ma vie, et ainsi de suite. Donc, je faisais tout pour, premièrement, quitter mes parents. 2, je suis fils unique. Et 2, monter à Paris. Nous, on a le RER entre Paris et la banlieue. Ça peut paraître très proche. En réalité, c'est hyper loin. Et moi, je faisais tout pour me dire, faut que je quitte ma banlieue, faut que j'arrive à Paris. Quand j'arrive à Paris, donc à 18 ans, avec le bac en poche, j'étais un élève qui était assez bizarre parce que j'avais à peu près 10 de moyenne, mais en réalité, c'était une schizophrénie. D'un côté, j'avais 17, 18 dans des matières qui me plaisaient, le français, l'économie, ainsi de suite. Et à côté de ça, en maths, j'avais 2. Je me retrouve quand même pris en IUT de commerce, donc qui est effectivement une voie, t'avais les prépas ou l'IUT de commerce de Paris qui était prestigieuse dans le 16e. Et moi, j'arrive là-bas et boum, je découvre, waouh, tu vois, c'est une nouvelle vie, quoi. Différent de fou, non? Totalement différent par rapport à la vie de banlieue que j'avais, pas les mêmes fréquentations, pas les mêmes types de gens, bref, je me sens beaucoup plus à ma place, sans finalement l'être, parce que je suis hyper rastignac dans ma démarche. En réalité, je suis le gros beauf du coin ou le mec de banlieue, quoi, tu vois. Mais bon, je réussis quand même à me faire ma petite mutation, à glisser, tu vois, être un peu polymorphe là-dessus. Et en fait, très vite, je me crée une bande de potes, mecs et nanas, hyper rigolos, qui eux étaient déjà des bons fêtards, hein, on va pas se mentir. Et là, forcément, pour m'intégrer dans ce groupe, bah, voilà, j'y vais à fond, quoi, tu vois. En plus, je travaille le soir dans un petit job de télémarketing pour payer une chambre de bonne que je réussis à avoir au bout de 3-4 mois, tu vois, après avoir fait des petites économies. Et là, en fait, c'est le début de la glissade parce qu'effectivement, je me retrouve en cours à beaucoup plus sortir le week-end et à vouloir être le pitre de la classe. Et à trouver ma place comme ça, tu vois, un peu... C'était de l'acceptation. Complètement. Et puis, de toute façon, le mécanisme d'acceptation sociale définit quand même beaucoup de nos interactions. C'est ouf, quoi. Et ce, à quelque niveau que ce soit, tu vois. Ça peut être comme dans la série The Office, tu vois. En gros, c'est partout, tout le temps. On cherche à être validé, on cherche à être accepté. Et encore plus quand on est jeune. Et encore plus quand on est jeune, parce qu'on cherche. On cherche, on essaye de se découvrir aussi plus que de se chercher. C'est-à-dire, ok, qui suis-je? Et moi, je savais que, par exemple, j'étais un mec de banlieue classique qui allait rester là-bas et être content. J'allais pas accepter cette situation-là. J'avais vraiment, tu vois, des envies, en ressenti même, tu vois, par rapport à ça. Et donc, dans cette fameuse classe, un jour, je me suis un peu enflammé au bout de 6 mois. Là, j'avais pris mes aises, on va dire, quoi. Et à l'époque, Orangina avait sorti une bouteille assez collector d'une boisson. Alors, c'était pas vraiment que de l'Orangina. Il y avait, je sais plus, en termes marketing derrière, Orangina Fizz ou je sais pas quoi. Mais le goulot était hyper gros. Et ça, c'était assez chouette parce que ça me permettait de pouvoir mettre des glaçons et de pouvoir faire mes prémix
mix en fait. Et donc j'étais arrivé avec cette fameuse Une potion du coup. Potion magique qui était évidemment remplie de vodka, de ce fameux Orangina bizarre et de glaçons pour le tenir toute la journée. Et un jour, en fait, j'avais pas dormi. Je suis arrivé en cours avec ma petite bouteille que je faisais tourner auprès de mes copains et de mes copines, évidemment, parce que le but c'était que tout le monde se bourre la gueule pendant le cours. Alors attention, on n'est pas sur des amphithéâtres de 600 personnes à la Sorbonne, on est dans des petites classes de 30 personnes, hein, tu vois, donc ça se voit vite, mais C'est bon, déjà la pas mal, bouteille tournait. Puis à un moment, boum, je commence à 2-3 heures de cours plus tard, je commence à être évidemment pété. Et là, je me dis, oh, tiens, je vais faire mon con, quoi, tu vois. Je me lève et je commence à faire un laïus sur cette fameuse nouvelle bouteille d'Orangina avec le grand goulot et tout ça. Et je dis à la prof principale, tenez, Madame Robert, faut goûter et tout ça. Elle dit, Cédric, boum, elle goûte, elle crache, évidemment, il y a de la vodka dedans, elle le sent qu'il y a de l'alcool et je me fais virer. Tu t'es même pas dit que tu peux te faire. Enfin, Je m'en foutais un peu, en fait. ouais, c'était Alors, juste. En fait, tu étais dans un bon mood. ouais, j'étais dans un bon moment. En fait, la réalité, c'est que l'idée d'aller dans cette IUT-là était plus conditionnée par sa géographie. C'est-à-dire qu'elle était dans le 16e arrondissement à Paris. Déjà Paris, enfin, tu vois. Et en plus, dans le 16e, ça me permettait, tu vois, j'avais vraiment ce côté, je vais aller me frauder aux riches, quoi. Tu vois. Là où j'étais pas du tout attendu, c'était pas du tout mon univers, mais je rêvais, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui. Peut-être tu parlais de Mouloud Achour. Ouais. Moi, je regarde beaucoup ses interviews. Et beaucoup des personnalités qui étaient banlieusards racontent cette anecdote de dire on voyait Paris, on voulait aller à Paris, Bien sûr. on voulait aller dans les beaux quartiers. Et c'était une quête. Ah mais bien sûr, mais quand tu regardes tous les rappeurs, tous les joueurs de foot et ainsi de suite, à la fin ils finissent à habiter enfin tu vois, à Neuilly-sur-Seine quoi. Enfin on va pas se mentir, ils vont pas rester dans leur tour quoi. Et ça veut pas dire détester, enfin tu vois, C'est pas renier. c'est pas renier. Mais par contre, c'est de découvrir de nouvelles choses. Découvrir et puis il y a un moment où S'extirper un peu Mais complètement. de ce qu'on a. Et puis il y a un moment où tu sais souvent la vie, pour moi en tout cas, je pense qu'il y a un prisme d'acceptation. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter. Et il y a aussi une histoire de bocal. Il y a des bocaux dans lesquels tu te sens bien, des aquariums où tu dis tiens, je suis ok, je suis dans mon écosystème, c'est cool. Et d'autres où tu te dis ouais non, soit je me fais chier, soit c'est trop violent pour moi. Enfin bref, il y a différents écosystèmes comme ça. C'est pas une question de je compare des portefeuilles, c'est juste ok, jusqu'où on peut aller. Et moi j'avais envie déjà de bouffer la vie par les deux bouts. Et sur le moment, tu réalises un peu la gravité ou tu es en mode. Pour moi, je trouvais pas ça si grave, bizarrement. J'avais une forme d'inconscience claire, tu vois. C'était ouf parce qu'en plus, tu vois, je m'étais vraiment rêvé d'aller dans cette école-là, de me dire bon, bah cool, je vais faire mes 2 ans. Ensuite, je vais switcher sur. Voilà, c'était une passerelle pour aller dans des plutôt grandes écoles de commerce, donc il y avait une suite logique. Après, in fine, ça a été une des très bonnes choses qui m'est arrivée, parce que sans ça, si j'avais suivi ces 2 ans de cours, je m'étais retrouvé dans une école de commerce et que j'avais fini par vendre des imprimantes chez Epson, bon, bah concrètement, j'aurais une vie de merde. En tout cas pour moi. J'ai rien contre les personnes qui travaillent chez Epson. Et en tout cas, je me suis dit que ça a bousculé très rapidement ma vie. Ouais, justement, parce que quand on a discuté un peu de tes papillons, ce que je m'étais noté, c'est fou parce que tu t'es viré, mais t'es soulagé. Ouais, en tout cas, je me dis cool, on arrive dans le grand jeu, quoi. En fait, je pense que in fine, je voulais vraiment pas faire beaucoup d'études et ça a toujours lié ma vie. C'est-à-dire que je suis vraiment sur un apprentissage qui est assez empirique des choses. J'aime beaucoup expérimenter, me casser les dents, faire des expériences. Ouais, t'es un casse-cou. Voir ce qui marche. Ouais, j'ai pas peur en tout cas du risque, clairement. Je pense que j'ai une énorme tolérance au risque. Et je joue ma vie. Pour avoir discuté un peu avec toi, du coup, pour avoir travaillé sur ce podcast, oui. Ouais. T'as une grosse tolérance au risque, oui. Au risque, ouais, j'ai pas peur. Et voilà, en tout cas, l'idée, c'est surtout pas de suivre une voie toute tracée, me fait très, très, très peur. Donc, tu vois, quand je me fais virer, je me dis, ouais, cool, finalement, je suis dans mon chemin. C'est-à-dire que. Et du coup, est-ce que tu te mets pas inconsciemment, tu te mets pas des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est pas un truc de, je sens que là, ça va tout droit, bam, ouais. on met les bâtons, tu te casses la gueule et du coup tu fais allez go, c'est bon, on va. Peut-être effectivement qu'en fait je provoque l'accident pour pouvoir rebondir. C'est effectivement une bonne analyse. Souvent j'étais dans l'auto-sabotage. C'est vrai que je l'ai souvent fait et je pense que c'est un trait de caractère de l'addict en fait, qui est aussi moi je parle là pour mon cas, c'est que personnel, mais effectivement l'idée un peu de se faire du mal, de repousser ses limites, tu vois, souvent, moi, quand je picolais, par exemple, qu'il y ait une bonne ou une mauvaise nouvelle, je picolais. Je me trouvais tout le temps une idée pour picoler. C'est une excuse, tu vois. Et à chaque fois, ça me foutait dans des états où, boum, alors il y a un moment où t'en as ras le bol.
C'est là où ça devient intéressant, mais c'est vrai que longtemps, en tout cas, de faire des coups de poker comme ça, de jouer un peu ta vie au dé, c'est un comportement que j'ai eu. Moi, j'ai beaucoup de mes amis ou même des connaissances d'école de commerce, etc., qui font plus du tout le même métier que qu'ils faisaient quand Bien sûr. ils étaient à l'école de commerce. Bien sûr, C'est-à-dire, bien sûr. Et du coup, ça me fait marrer de me dire, putain, on a payé une école de commerce, je sais pas combien de milliers d'euros, etc. On fait des trucs qui ont rien à voir. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est avec un de mes meilleurs potes qui est joueur de poker. Il est joueur de poker maintenant. Ouais. Et du coup, ça me fait marrer parce que, putain, toi, tu fais des podcasts et tu fais de la photo. Et moi, je joue au poker. Et tu sais, c'est marrant parce qu'on paye une école de commerce, etc. On se dit, on va devenir des managers et tout. Et en fait, c'est une vie qui nous correspond pas. Ouais. Comme toi. Toi, t'as switché au bout de combien de temps, en fait? Comment ça en s'est fait, passé? En gros, moi, j'ai fait mon école de commerce. Ouais. En fait, il y avait beaucoup d'ego dans ça, parce que en fait, j'étais très mauvais à l'école. On m'a foutu sur le côté, on voulait m'emmener en BEP, En fait, on m'a conditionné, les profs m'ont conditionné depuis que je suis gamin à faire un métier simple. Et tu vois, on m'a dit, tu finiras caissier. Et absolument rien contre les caissiers. Non, mais c'est pas ça. En fait, les gens trouvent ça négatif, tu vois. C'est tu vas finir caissier. Donc peut-être c'est le bas de l'échelle pour eux. Sauf que le problème, c'est que à la maison, mes parents, ils me foutaient des coups de boost d'ego à fond. Donc moi, j'avais un ego. David, c'est le meilleur. Il va réussir quoi qu'il arrive, etc. Donc à la maison, j'étais le roi du monde. À l'école, j'étais la pire des merdes. Et au final, je pense que l'éducation de mes parents, tu vois, qui m'ont hyper inculquer le fait de écoute, t'es pas une merde, t'es une personne qui va réussir, tu vas faire des grandes choses. On a toujours dit que t'aurais bac plus 5, tu vois, et c'est cool, valorisant. C'est bien. Et je sais pas, en BEP, j'ai switché et je me suis dit, franchement, je vais tous les niquer. Vraiment, mais là, c'est que de l'ego. Que de l'ego. Je savais pas où je voulais aller, je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'immobilier au début, je voulais faire de la cuisine. Ma mère m'a dit, tu fais école de commerce si tu veux faire des études, parce que ça mène à tout. Et donc bac plus 4, pardon. Et je me suis dit, je peux faire un peu plus. Du coup, j'ai fait une spécialisation master pour avoir bac plus 5, que de l'ego. Quand t'es créatif, tu vois, tu l'es, je le suis. Les esprits créatifs, rêveurs, qui pensent à 1000 trucs et qui sont la tête dans les nuages, c'est pas juste que c'est des branleurs, c'est des personnes qui rêvent. Bien sûr. Moi, je sais que j'étais comme ça, je regardais la fenêtre et je rêvais à 1 milliard de trucs. Et je sais que, pour en avoir parlé avec d'autres créatifs, l'école, c'est une prison. Bien sûr. Et donc voilà, mais pour revenir un petit peu sur la fin de cet effet papillon avant de passer au suivant. Pardon, j'ai fait ton interview là. Non, mais du coup, c'est à toi, mais c'est hyper intéressant le déterminisme, etc. et les conditions sociales, etc. De s'en sortir. C'est un vrai sujet. Les soirées et l'alcool, c'est le meilleur lien social que tu peux faire pour rencontrer du monde et pour t'intégrer dans un milieu, etc. Pourquoi c'est autant normalisé selon toi ? De toute façon, l'alcool fait partie d'un lien social depuis quasiment la nuit des temps, qui se crée autour de ces moments de convivialité, où effectivement, pour briser les carcans, en fait, finalement, la fête au sens large, la liesse, ça fait partie des liens sociaux, ça fait partie des... C'est comme ça que les gens se rencontrent, c'est français ou c'est international, ça ? Je pense que c'est totalement international. Alors après, tu as des cultures qui sont complètement explosées. Je suis pas hyper expert d'ailleurs dans l'approche, mais je pense qu'en tout cas, l'idée d'une liesse est quelque chose qui est qui est fondamental à l'être humain. Tu vois, depuis toujours, il y a eu ces moments de rassemblement, de célébration. C'est vrai que quand tu parles de lien social et tout, mais même la pression sociale liée à ça. Bien sûr. Tu vois, typiquement mon cas, c'est arrivé encore il y a pas très longtemps. J'ai fait l'inauguration d'un bar d'un pote. On allait au resto après, tu vois. J'avais pas envie de boire d'alcool. Et du coup, je suis au bar, je demande un Pepsi. Et il y a un gars à côté de moi. Il me regarde, il me fait « T'es malade ?» Et c'est un truc qui revient très souvent. Et en fait, je trouve ça chiant parce que du coup, à l'inverse, moi, je prends plutôt le cas du non-consommateur que je suis ou très peu. C'est que du coup, des fois, je me sens gêné de pas boire d'alcool dans des événements où il faut en boire. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr qu'il y a une pression sociale qui existe. Après, je pense qu'il y a deux catégories, une fois de plus, d'individus. Tu as ceux qui ont l'addiction à l'alcool, où là, pour le coup,
moi, personnellement, je préconise d'être hyper honnête et de dire non, je suis allergique, j'ai pas le droit, quoi, tu vois. Et d'être très radical dans ce côté-là. Et les gens qui ont juste pas envie de boire, on va dire, bah non, j'ai pas envie de boire, et puis voilà. Et puis si je me fais chier au bout d'une demi-heure, je rentrerai chez moi. Oui, Tu non, vois. non, mais clairement. En Mais fait- c'est vrai qu'il y a ce truc-là de, tu vois, de la petite réflexion Ouais. de ah, tu bois pas? Ouais, Ah, ok. Moi, maintenant, ça y est, je suis construit, je sais ce que je suis, etc. Je me connais. Donc, maintenant, quelqu'un qui me dit ça, tu vois, il m'a dit ça, j'ai fait. Je m'en Bien sûr. fous, tu vois. Et puis, tu vois, je suis même plus dans le. On fait une blague, on rebondit Ouais. et tout. Non, ouais. Tu m'as saoulé, j'ai même pas. Tu vois, Ouais. genre, je perds pas de temps. Mais quelqu'un qui cherche à se construire, Ouais. qui est pas sûr de lui, qui a peur un petit peu, qui sait pas exactement où il va, etc., il peut être très vite être embarqué sûr. par le. Bon, ben c'est ma seule sûr. façon de m'intégrer Ouais. et de voir que je suis cool. Bien sûr. Ah, mais c'est souvent le cas. Moi, Et dans du le coup, la podcast, différence entre la fête et la dépendance, elle est Ouais. très fine à ce moment-là. Bah, tu vois, dans le podcast jour 1, j'ai interviewé un jeune guitariste qui s'appelle Yoni. Il a 20 ans, le mec. Et en gros, lui, typiquement, c'était ça. C'est-à-dire qu'il pensait que être éclaté, c'était valorisé socialement, que c'était cool. Et donc, en gros, pour s'intégrer. Sauf que lui, il avait vraiment pas le bouton stop. Donc, il n'avait aucun droit. contrôle. Il est tout droit. Et il avait des antécédents familiaux qui étaient hyper touchy, tu vois, avec une maman alcoolique, coquée. Donc, grosso modo, génétiquement parlant, il y avait quand même une petite filiation sur ce terrain-là. Et oui, l'idée d'être dans l'acceptation. Je pense que c'est effectivement plus compliqué pour des jeunes de refuser en se disant ouais, et là effectivement il peut y avoir encore ça. Alors les jeunes consomment moins d'alcool, ils se droguent plus, donc ça compense, mais effectivement ça peut être plus compliqué que pour des personnes qui ont un peu plus avancé dans la vie comme toi ou moi, où voilà tu sais où tu as envie d'aller, t'as pas besoin que de validation, Oui. tu ne vis pas que de validation, quoi. Heureusement. Je me fais virer de l'école de l'IUT de commerce. Là, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'enchaîne des jobs alimentaires dans le télémarketing où je vends. Alors là, pour le coup, je suis le vendeur de tapis. J'ai vendu le câble à des gens qui n'avaient pas la télé. Enfin, tu vois, j'étais vraiment là-dedans, mais je m'en foutais. Je gagnais 10 euros à chaque vente. Donc j'étais vraiment, ok, on envoie et tout, mais je sais qu'il n'y a pas de sens et que je vais pas en faire ma vie. Entre-temps, je commence à sortir avec une nana géniale qui était ma toute première chérie, suédoise. Le père était photographe, la mère journaliste. Et si tu veux, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup sortir, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup sortir. J'étais quand même plutôt très bon en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pendant mes très très courtes études. Pourquoi ne pas écrire sur mes sorties? Et en fait, j'ai commencé à bosser pour un site qui s'appelle parici.com, qui était un des pionniers des city guides à l'époque sur Internet. Il y avait encore ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux à Paris. Parici.com. Et en gros, l'idée, c'était un peu toutes les teufs bien branchées qui étaient référencées là-dedans, des interviews, ensuite ça m'a appris, en fait, ça m'a fait comme une école de journalisme bêta. Ensuite, j'ai bossé pour différents types de canards en pige, dont Public, qui existe encore aujourd'hui, à faire des trucs de people, tu vois. Là, j'ai fait une arnaque qui était très, très drôle. Donc, on était au balbutiement d'Internet, et il y avait, maintenant, il y a prescription, ils ne peuvent plus me poursuivre, je peux raconter cette anecdote. Il y avait, si tu veux, ce qu'on appelle le zapping du net. En gros, l'idée, c'était au tout début, avec les images drôles qu'on pouvait s'échanger sur Internet. Et en gros, chaque semaine, il y avait une espèce de classement, de palmarès, où il y avait les 3 images les plus drôles trouvées sur Internet cette semaine. T'imagines, c'est le truc, on n'est pas du tout sur aujourd'hui, il y a des milliards d'images par seconde. Là, on était à sélectionner les 3 meilleurs pour les mettre sur un magazine papier. Et sur ce magazine papier, le premier gagnait 500 balles. Non, 1000, pardon. Je commence à voir l'arnaque arriver. Bon, j'ai bossé 4 mois pour Public. C'était une fois par semaine, et c'est que mes potes qui ont gagné, on faisait 50-50. Poum! Ensuite, je suis parti à Miami. Et tu vois, c'était ça qui était rigolo. ça m'a C'est ça que tu aurais dû raconter dans un truc illégal que t'as fait. Ah voilà. Non, mais ça, j'en ai plein. Malheureusement, ouais. Et là, c'était et donc c'était drôle. Donc en gros, je truquais complètement le concours. Personne ne pouvait griller parce qu'en plus c'était des potes qui étaient complètement éclatés. Il y avait rien évidemment de familial, quoi, tu vois. Donc en gros, plus personne ne savait que un tel était mon pote. Enfin, c'est des gens qui étaient hors de la boîte. Et en gros, eux, ils avaient juste à prêter leur nom. Poum, ils recevaient 1000 balles. On faisait 500. Et en fait, toute cette petite expérience-là, hormis de faire des petites arnaques qui m'ont permis de partir en vacances, m'ont permis aussi d'intégrer 20 minutes. 20 minutes qui, à l'époque, était un média gratuit papier. C'était assez nouveau aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un des pionniers. Surtout un des plus gros. Moi, je me rappelle, l'application 20 minutes, etc. C'était une des premières applications iPhone.
C'était un énorme truc. Et la version papier était aussi toute nouvelle. C'était la première fois où la presse était gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, on distribuait dans le métro ou dans la rue un magazine qui n'était pas un magazine de petites annonces. C'était des vrais journalistes, Ouais, une vraie rédaction. Il y avait une rédaction, il y avait des thèmes, etc. Ah ben, on était une centaine à la rédac. Il y énorme. avait de la politique, de la vie locale, de la culture, des pages chantées. Enfin bon bref, c'était un vrai journal. Et en gros, ils cherchaient quelqu'un pour alimenter la page People et notamment avoir en carnet de nuit. Tu vois, c'était encore l'époque des chroniques mondaines où tu racontais les nuits parisiennes et ainsi de suite. Et moi, je suis arrivé là parce que personne qui a fait une école de commerce, de journalisme digne de ce nom n'a envie d'aller se taper les ragots de ce qui se passe en boîte de nuit ou la petite culotte de Paris Hilton. Et donc moi, je suis arrivé, ouais, c'est bon, moi je le fais. Moi, je suis bon. Hop, ils m'ont CDIsé en un an et je suis resté 9 ans dans la rédaction. Et en fait, à partir énorme. de là, tu vois, je sortais très souvent. J'avais des notes de frais, j'étais invité partout, donc je commençais à picoler de partout. J'organisais des soirées, c'est là aussi où j'ai commencé à organiser des soirées avec Mouloud, dont on a parlé tout à l'heure. J'organisais une soirée qui s'appelait Glamorama dans un club qui se trouve à côté de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle aujourd'hui l'Arc, qui avant s'appelait l'Étoile. Et moi, j'ai été le premier à faire une soirée hip-hop chic en France. L'idée, je revenais de New York justement, payé par public, merci. Et j'avais découvert qu'en fait, là-bas, t'avais 50 Cent, Gisèle Bundchen, Harvey Weinstein. J'ai fait une soirée avec Harvey Weinstein qui dansait sur du hip-hop. C'était tout nouveau. Et en fait, l'idée, c'est qu'en France, à l'époque, le hip-hop était réservé justement aux banlieues, mais n'allait jamais dans les boîtes chic. Et moi, j'ai dit, attendez, à New York, les mecs, ils sont déjà là-dedans, c'est vraiment vénère, quoi. Là, je te parle de 2004, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai réussi à monter ça. Mouloud s'occupait de gérer des lives, parce que nous, on s'était rencontrés avec Mouloud sur le plateau d'MTV Select, qui était sa toute première émission télé. Okay. Moi, j'étais chroniqueur, justement, People. Je racontais la petite culotte de Paris Hilton, Britney Spears s'est rasé la tête, enfin bon, bref, ces conneries-là. Et donc, on s'était liés d'amitié en télé, et il était monté avec moi sur le projet de Glamorama que j'avais ficelé de A à Z avec un vieux taulier de la nuit qui s'appelle Tony Gomez, qui était une référence, qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais lâché la rampe. Et en gros, cette soirée-là, on a quand même réussi à faire venir dans le lieu de chez Tony Gomez, donc l'Étoile, hyper chic, machin et tout, La Caution, Lord Co-City et surtout Roy Enoch. Je sais pas si ça parle. Et j'ai fait le premier concert de Roy Enoch, c'est moi qui l'ai produit. Là, tu me mets des trucs dans le de Remember là. Et voilà, c'est un truc d'ancien combattant, mais Lord Co-City a chanté à mon anniversaire, c'était hyper rigolo. Enfin bon, bref, c'était un joyeux bordel de plein de trucs. Et on a une anecdote très très drôle qui touche à l'alcool et qui touche à l'Étoile et qui touche à Glamorama. Donc c'était un lundi par mois, cette soirée-là. À chaque fois, il y avait un petit open bar de 23h à minuit. Et puis, on avait des gratuités de bouteilles qu'on offrait à différents, soit des très très VIP, tu vois, des gens qu'on voulait absolument avoir, plutôt des artistes, soit effectivement pour nourrir l'open bar de début de soirée. Et un jour arrive Booba. Et Booba, boum, on l'installe dans le carré VIP. Ok, super. Ouais, tu veux boire quoi? Vodka. Ok, super. Boum, on lui ramène une bouteille de Belvédère. Il boit, il était avec le mec qui faisait de la boxe taille ou je sais pas quoi, à Dida. Je sais pas si ça te parle. C'était un mec qui était dans ces années-là, qui était un peu la star du MMA en France, enfin on va dire quoi. Et donc t'as Booba qui est avec ses potes, il boit la bouteille de vodka. 3 quarts d'heure plus tard, il me rappelle, il me dit ouais Cédric, ramène-moi encore de la vodka. Sauf que moi j'avais plus du tout de stock d'offert. Je vais voir le directeur du bar, il dit regarde, tu vas voir, on va faire un truc de fou. Il prend la bouteille de vodka, il la remplit de flotte, il met 2 fois plus de cotillon et de flamèche. Il le ramène, l'autre il a bu de la bouteille, il a bu de la flotte en fait toute la soirée, il s'en est pas aperçu. Voilà, c'est une petite anecdote Glamorama. J'ai fait boire de l'eau à Booba. C'est complètement absurde. Si Booba passe par ici. Voilà, Booba sera invité à l'effet papillon. Il dira l'effet papillon négatif de ma vie, c'est quand Cédric m'a fait boire. Incroyable. On était dans une génération d'insouciance complète. Il y avait quand même du fric qui permettait de pouvoir, tu vois, les marques d'alcool aussi se structuraient. C'était l'émergence de marques aujourd'hui très connues, tu vois, qui à l'époque, voilà, t'avais 2 marques, une marque de whisky, une marque de vodka, grosso modo. Enfin bon, là, il y a un moment où il y a eu du marketing autour de ça qui sponsorisait donc des événements qui parfois avaient rien à voir avec la semoule. Hein. On a fêté le lancement d'une pomme qui s'appelle Pink Lady, que tu retrouves encore aujourd'hui en supermarché, mais bon, tu vois. Et pour le coup, c'était la bonne occasion pour aller se mettre une quiche, quoi, tu vois. Sauf que derrière, ça m'a quand même valu même déjà des petites alertes, comme je te le disais, puisqu'à 25 ans, je me suis retrouvé avec 2 ulcères qui étaient dus à ça. C'est-à-dire que réellement, j'avais une consommation qui était hyper excessive. Très, très excessif, ouais. Mais en même temps, qui était très, très gratuite. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment. Et puis en fait, je pense que tu le fais passer. C'est mon travail.
Ouais, En fait, en c'est gros. mon job, j'aime ça, c'est rigolo. Et puis, tu rencontres plein de personnes Ouais, aussi. c'est le monde de la nuit. Hein. C'est ça. Ouais, C'est- d'une nuit parisienne qui n'existe plus aujourd'hui, réellement. C'était une nuit qui était très sponsorisée. C'était vraiment les marques, en fait, qui faisaient. En gros, on partait des années 80 où les riches payaient pour les pauvres, aux années 90-2000, où là, c'était les marques qui payaient. Et qui rinçait un peu tout ce monde-là. Et ouais, c'était assez rigolo. Et sur un terrain de jeu qui était hyper vaste. C'était vraiment le Paris, tu vois, bouillonnant, où il y avait... on n'était pas encore dans des logiques de groupe, de tableau Excel, tu vois, d'hyper-productivité. Il y a encore un côté un peu à l'ancienne. Ouais, un peu YOLO, on y va, on voit complet. un peu. Et donc voilà, c'était une période assez intense. Et donc tu vois, pour revenir sur l'effet papillon, oui, je me fais virer, mais ce qui est intéressant, c'est de construire derrière. Effectivement, j'ai le couteau sous la gorge, je ne peux pas faire autrement que de bosser, je ne peux pas faire autrement que essayer de déclencher des opportunités. Et... Comme quoi, faut jamais lâcher. Hein. Non, faut pas lâcher. Il y a l'image, je sais pas si tu vois sur internet l'image du mec qui creuse avec une pioche. Ouais. Il s'arrête juste avant les diamants. Ouais. Tu vois, il faut pas lâcher. Ça. Du coup, c'est qu'on va passer au deuxième effet papillon. Ouais. Du coup, qui est un petit peu plus personnel. Ça va être en 2017. Donc, tu continues tes folles aventures pendant quelques années. Et en 2017, il y a une rupture d'amour. Et oui, une rupture. Une rupture avec l'amant de ta vie, en partie liée à l'alcool. Est-ce que, avant de déjà me parler plus en détail de cette rupture, c'était qui pour toi cette personne et est-ce que tu dois y finir ta vie? C'était un des amours de ma vie. J'en ai eu plein. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amoureuses, mais vraiment beaucoup d'amour même, tu vois, avec des relations hyper passionnées, hyper passionnantes. Et effectivement, c'était une période où, là, on est en 2017, donc j'ai quand même pris de l'âge pour le coup. Je suis plus le minot que j'étais quand j'étais gamin. J'étais resté auparavant une fois 2 ans, donc avec la première chérie qui était suédoise et qui avait inspiré en fait le côté journaliste. Tu vois, qui a façonné un petit peu ouais, en tout cas qui a planté une graine, tu vois, enfin ses parents surtout, mais même elle est photographe. J'étais resté ensuite pendant 3 ans avec une mannequin dont j'étais éperdument amoureux, et là pour le coup c'était assez rigolo parce qu'elle avait vécu vraiment ma montée en puissance dans cette nuit, tu vois, parisienne, et c'était un peu Kate Moss et Pete Doherty quoi dans l'idée. On était vraiment sur ces iconographies là, enfin tu vois, donc moi très trash, elle pour le coup beaucoup moins, et puis ensuite j'étais resté pendant 6 ans avec une jeune comédienne, et ensuite arrive donc cette personne là qui est russe, qui était arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, pareil un peu de mannequinat machin et tout, voilà. Et cette nana en fait, les autres en gros comprenait vraiment qui j'étais par rapport à l'alcool, soit consommait elle aussi, faisait beaucoup la fête, et donc c'était pas vraiment un sujet. Et puis entre temps c'est des relations très épisodiques, soit des one shot, des relations justement toujours un peu portées sous l'angle de la fête, de l'éthylisme, et ainsi de suite. Même rétrospectivement, enfin tu vois, le nombre de fois où j'ai ramené des gonzesses en étant sobre, il y en a pas beaucoup. Tu vois, je peux vraiment les compter. Et là en fait je me retrouve avec à sortir avec cette fille qui me fascine, que je trouve hyper intéressante, qui était très dure. C'est une Russe, elle a un comportement... Enfin, tu vois, tu sors avec Poutine quand même, quoi, dans l'idée, quoi. C'est assez hard, mais une radicalité qui me plaît. Et en fait, au fur et à mesure, on est resté 1 an avec cette personne... Enfin, je suis resté 1 an avec cette personne-là, et au fur et à mesure, il y a des signaux d'alerte que je n'ai pas entendu, ou que j'ai refusé d'entendre plutôt, sur ma consommation excessive d'alcool, sur le côté très fêtard. Et en fait, c'est comme des graines qu'elle plantait, mais en même temps, en mettant un coup de... Elle te tirait la sonnette d'alarme. Ouais, clairement. C'est elle qui te disait, là... Ouais, ça va pas. Problème, là, c'est pas bien. Et puis j'en étais arrivé à des comportements débiles, c'est-à-dire que tu vois, par exemple... Il y a un truc qui te marque, hein. Ouais, il y en a plein. Il y a 2 anecdotes. Il y a une anecdote, je m'en souviendrai toujours, elle habitait dans le quartier latin à Paris, donc à côté de Saint-Michel. Odéon.
Exactement. Et si tu veux, je la rejoins chez elle à 18h pour aller ensuite à une soirée. C'était les 15 ans d'une boîte de production, l'anniversaire des 15 ans d'une boîte de production d'un ami qui s'appelle Stéphane Basset, qui est bordelais, et la boîte s'appelle Pilaprod. Et donc, je rejoins ma chérie chez elle à 18h. Pendant qu'elle commence à se préparer, moi, en scred, boum, je me dégoupille une bouteille de pinard et en fait, je picole. Mais tu vois, débile, quoi. Alors que voilà, on aurait pu faire... Enfin, on était en train de se préparer, mais on aurait pu parler, échanger. Là, je me cache, tu vois, pour picoler avant donc d'aller à elle la le voit soirée. pas. C'est pas, tu sais, on prend un petit verre avant d'y aller Non. et tout. Alors si, à l'origine, c'est ça. Au début, ça part de cette intention-là. C'est-à-dire que quand la bouteille est dégoupillée, il y a 2 verres, elle en prend aussi. Sauf que moi, je descends la bouteille. C'est effectivement, c'est là où t'as l'excessivité. C'est là où tu comprends que t'es alcoolique. C'est quand t'as pas ce bouton de contrôle, ce bouton stop. Oui, il n'y a pas le petit verre de prépa où C'est on ça. s'amuse et tout. Là, Où c'est c'est vraiment, on y va pour... C'est que moi, voilà, une fois que j'allume la mèche, je peux pas l'éteindre. Ok. Tu vois, le bâton de dynamite est lancé. Et là, boum. Donc en gros, pendant qu'elle se prépare, je picole. Et là, ça part en couille. On arrive quand même à la soirée. Je continue à picoler, évidemment. Et honnêtement, j'avais un comportement qui était tout à fait normal. J'étais complètement éclaté. Mais, tu vois, c'était pas non plus top. Et en fait... là, premier très gros carton jaune, c'est-à-dire qu'elle me dit, je crois que tu as un vrai gros problème avec l'alcool, je suis russe, je sais ce que c'est, parce que c'est vrai que là-bas, ils sont très alcooliques, ils ont quand même tendance, c'est ouf, hein, tu vois, c'est un peuple qui consomme beaucoup, qui se fait vraiment du mal là-dessus, c'est un vrai problème de santé publique pour eux, et donc elle voyait des traits d'alerte qui étaient pas cool. Et bon, j'ai décidé... Voilà, d'ignorer, de mettre de côté. Et en fait, ça émaillait notre relation. C'est-à-dire qu'on allait au restaurant, et voilà, à chaque fois, tu vois, la bouteille, c'est moi qui l'éclatais, elle prenait en verre, mais boum, tout le reste. Et c'était après, quoi, du coup, c'était des disputes ou c'était plutôt des non-dits? Des disputes. Ah non, le non-dit avec elle y allait. Et moi, j'étais là, non, mais oh, c'est bon. De toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Je suis comme ça. Oui, ça me correspond. en fait, dans ta tête, t'es pas du tout alcoolique. T'es juste, je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant. Et puis, fuck, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis comme ça. Je suis rock'n'roll. Je suis majeur. Ouais, et puis, tu sais, il y avait vraiment l'image. Je suis rock'n'roll. Je suis trash. Ça fait partie de moi. En fait, et ça, c'est un truc hyper intéressant parce que justement, quand tu arrêtes de picoler, ou en tout cas, quand tu décides de t'interroger sur ta liberté face à l'alcool et bam, tu changes complètement, c'est aussi une carte mentale qu'il faut abattre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est pas, ce côté-là ne te définit pas forcément. C'est un comportement que tu as peut-être construit pour plein de raisons différentes, mais qui ne te définit pas forcément. Tu peux être très rock'n'roll en étant sobre, c'est pas un problème. Tu vois, t'as tous les mecs de Jackass qui étaient complètement défoncés, qui aujourd'hui sont totalement sobres. Et d'ailleurs, même Brandon Novak, tu vois, un mec qui est fascinant dans Skater Pro et dans la bande de Jackass, qui lui aujourd'hui est à fond dans la sobriété, a lancé des établissements de cure, mais cool, quoi, tu vois. Enfin bref, ils ont mindseté le truc de façon très différente. Après, c'était aussi une autre époque. Donc, il y avait beaucoup d'engueulades et du coup, tu disais, ouais, carton jaune à ce moment-là. Alors, gros carton jaune, et puis elle émaillait, hein, c'est-à-dire que c'était pas juste un carton jaune. Moi, caractère de russe. Hein. Ouais, caractère de russe, et vraiment, c'était très, très intense. Très dur, et voilà, beaucoup de clash. Et arrive l'anecdote de la rupture. Qui est hyper intéressante aussi. Alors là, c'est complètement fou. En gros, sa sœur jumelle arrive avec son mari en France pour passer des vacances. Ça se passe hyper bien, on s'entend très bien, tout va bien, et on part sur la côte normande à Cabourg, et on se dit, bon, bah, génial, on va passer un week-end à la mer ensemble, c'est trop chouette, quoi. Moi, je loue une bagnole, j'emmène tout le monde, tout va bien, et le soir, on va dîner, et avec mon ex-beau-frère, on s'entend hyper bien, Igor, il s'appelait, et sauf que j'avais oublié qu'il était russe, et donc là, lui, pareil, il adore picoler, et bon, le dîner se passe... les filles vont à un moment se coucher et puis on reste avec le fameux Igor. Et là, il avait acheté des belles bouteilles de Calva en bon touriste, quoi, tu vois, et boum, il commence à en décapsuler une. C'est parti mon kiki, et limite on s'en enquille 2. Sauf que moi j'avais oublié un truc, c'est qu'on n'avait pas la même tolérance. C'est-à-dire que même si j'étais quand même très entraîné, lui, il était professionnel. Lui, il est russe. Il est russe, quoi. C'était le Yoda de la picole, quoi. Résultat des courses, le lendemain matin à 9h, le réveil sonne, je fouette l'alcool comme pas deux, je suis dans un état catastrophique, très sincèrement. Lui, droit comment il, tout va bien. Putain, voilà, ok, on n'a pas les mêmes gènes. Et derrière, si tu veux, cette nana la pète un câble complet en me disant t'es totalement irresponsable, comment on va rentrer maintenant à Paris? Heureusement qu'Igor, lui, sait conduire, machin et tout.
On rentre, là, moi je suis comme un petit enfant. Tu la fermes et Ah t'attends. ouais, putain, t'es pas bien, machin et tout. Le lendemain, on était invité à Roland-Garros. On va à Roland-Garros et là, je me fais piéger dans ce qu'on appelle le village à Roland-Garros, qui est un peu l'espace Oui, il y a plein de petits stands. Et... de stands de marque, Lacoste, machin, hop, et ou open bar aussi et tout. Et là, putain, c'est parti. J'adore le tennis, hein, mais c'est vrai que, boum, mes copains de Mouette T'as enchaîné direct. J'ai enchaîné direct. Tu rentres de ton escapade normande. Oui. Tu te tabasses. Elle t'engueule. Voilà. Et tu vas à Roland-Garros. avec tu continues à te tabasser. Je continue à me tabasser. T'es chaud. Donc là, c'est chaud. Et là, c'était la goutte de trop où là, réellement, je fais un blackout. Je me souviens plus de rien. Le lendemain, je me fais plaquer. Et en fait, ça a été... Tu vois, c'est des moments qui pourraient paraître hyper hédonistes, hyper épicuriens, hyper cool. Et en réalité, j'avais décidé volontairement d'ignorer toutes les alertes, tous les cartons jaunes. Tu minimisais. Hein. Et je me disais, non, ça va passer. Oh, mais c'est comme ça, mais c'est pour ça aussi qu'elle m'aime, et ainsi de suite. Et en réalité, je ne me rendais pas compte à l'époque que je faisais aussi, c'était très égocentrique de ma part, que je faisais du mal aux autres. Et qu'à un moment, la meuf, en fait, c'est pas ma nounou, tu vois, elle est pas là pour me gérer. C'est pas ma mère, c'est pas d'ailleurs ce que je recherche, quoi, tu vois. Et finalement... Voilà, j'étais très égocentrique dans ma consommation. J'essayais de profiter au maximum, mais en réalité, je profitais même pas parce qu'à chaque fois, le lendemain, t'as honte, tu te sens pas bien, tu te fais tout petit, tu t'excuses. Putain, moi, le nombre de fois où je me suis excusé à cause de comportements déplacés, qui étaient pas forcément graves, hein, d'ailleurs, tu vois, mais juste, voilà, putain, t'es éclaté, t'es relou, quoi, tu vois. T'as jamais eu de comportement vraiment trop déplacé des à bagarres cause de l'alcool? avec les mecs, hein, pas des filles. Oui, des oui. bagarres, si, j'en ai eu beaucoup. J'étais très bagarreur aussi, j'aimais bien ça. Donc même Mais dans ta relation, dans les relations, c'était comme si je mettais de l'essence, tu vois, sur le sol et je m'amusais à jeter l'allumette en voyant si ça prend feu ou pas. Et parfois l'allumette tombait juste à côté, donc hop, parfois je réussissais à éteindre le feu et puis ça s'enflammait. Donc si ça a été volcanique à chaque fois, il y a des engueulades, mais en fait là aussi les engueulades entre adultes responsables, ça existe. Faut arrêter de vivre dans des bisounours, quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, l'alcool pouvait amplifier ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, mais souvent, je te dis, comme j'étais quand même plutôt avec des partenaires de jeu qui étaient aussi un peu dans le même délire, concrètement, la faute était partagée. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était. Ouais, alors que là, tu te rends compte que là, c'est toi. Et là, c'est moi parce qu'elle a une consommation totalement modérée. Elle peut se mettre une quiche avec ses copines, elle peut boire un verre lors d'un dîner au restaurant. Moi, je sais pas faire. Et c'est là où... Et putain, c'était l'indicateur. Alors, tu vois, 2017, on est en 2026, ça va faire bientôt 10 ans. Et c'est là où, concrètement, j'aurais dû me dire, putain, là, alerte rouge. En fait, c'est le bordel, t'es en train de sombrer, tu viens de perdre un des amours de ta vie pour une histoire de picole. Et en fait, j'ai très égoïstement choisi de picoler et de me défoncer et de me détruire plutôt que de vivre d'amour et d'eau fraîche. Elle t'a pas fait... C'était vraiment... Il n'y a pas d'ultimatum, c'est je pars. Ouais, il y en avait eu en fait, il y avait eu des vrais, comme je te disais, vraiment des vrais cartons jaunes qui étaient compliqués parce que suivi, hein. Voilà, moi j'ai totalement ignoré. Là, effectivement, il y a eu ce week-end un peu de folie et je pense qu'il y en a eu ras-le-bol. Elle était dans un âge aussi où on projetait d'avoir des enfants. Enfin, tu vois, on était quand même dans une démarche très sérieuse et je pense qu'elle s'est pas du tout projetée, elle. Oui, puis avec un mec moment donné, elle te voit, elle se dit donc en vrai, je vais finir ma vie avec quelqu'un qui peut pas se gérer. C'est ça. Elle avait pas envie de s'ancrer dans dans cette histoire-là. Et donc, moi, ça m'a brisé le cœur. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai picolé. Mais j'allais te dire, les jours qui suivent, les jours qui suivent, tu te mets des quiches, t'es triste. Donc, en fait, il faut savoir que l'alcoolique, il se trouve toujours une excuse pour picoler. Bonne ou mauvaise il fait nouvelle. Beau, on boit, il pleut, on boit. On se fait chier. C'était un moment aussi où ma carrière était plus fragile. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment eu la chance pendant 10 ans, quand on parlait tout à l'heure de liane en liane, de chance, de travail et de plans et d'opportunités ou des effets papillons là où il y en a quand même pas mal aussi qui se sont déclenchés dans le positif d'un point de vue pro et où là c'était le premier moment où je sentais que j'avais une émission de télé sur France 4 qui s'appelle Monte le son, qui était l'émission musicale cool du service public qui s'arrête au bout de 6 saisons. Donc là, tu vois, moi, c'était mon exposition télé qui vacille. Je terminé en documentaire. Sur le papier, c'est génial. Tu te dis, tiens, je fais un 90 minutes sur les super-héros. Ça s'appelait La petite histoire des super-héros pour France 4, à destination. En gros, l'idée, c'était de parler des super-héros sous le prisme sociétal. Qu'est-ce que les super-héros disent de nous ? Pourquoi ? De la société, et ainsi de suite. Là, je venais de terminer le documentaire. La réalité, c'est que faut aussi prévenir les gens. On te dit, ouais, t'as réalisé un 90 minutes,
c'est génial, ça t'a pris 9 mois de ta vie, mais en réalité, t'es payé le SMIC. Donc, tu vois, j'étais dans une position où, en fait, j'avais encore des petites cartes sociales comme ça, un peu cool, mais je tirais un peu la langue et j'étais en position un peu de fragilité d'un point de vue économique. Et en même temps, comme t'es avec une très jolie Russe, t'es en train de flamber. Donc, bam, tous les soirs, c'est resto, tous les soirs, c'est yalla, on part. Et puis, il y a un moment où, boum, tout s'arrête. Et là, tu trouves un peu le bec dans l'eau. Donc, ça a été effectivement... En fait, c'est tout d'un coup. C'est pas non plus la collapse, c'est-à-dire que c'est pas non plus, tu vois, le sol se dérobe et tu tombes dans le puits, c'est plutôt tu vois la glissade arriver et tu sais ça s'effrite et tu sens que tu sais plus à quoi te tenir. Le sol est effectivement complètement, tu vois, enfin la pente est là, tu le vois en plus, tu vois, parce qu'il y a un moment où il faut pas se mentir, je pense que j'avais quand même ce recul sur l'idée de me dire bon voilà, là je suis plutôt en bonne position, plutôt en mauvaise position, j'avais quand même ce truc là et là ouais tu vois le truc qui s'effrite et là c'est parti pour la fin de l'aventure de Picole, quoi. C'est-à-dire que grosso modo à partir de 2017 et de cette rupture et de ces échecs pro, en tout cas de ces fins d'histoire professionnelle, là ça commence à basculer dans le dark side. Donc c'est vraiment un effet papillon dark, c'est-à-dire que ça dégringole jusqu'à... Tu vois, même j'ai une anecdote drôle, en 2019, je fais la première partie de Hugh Jackman à Bercy. Tout le monde le connaît, c'est Wolverine, l'acteur, il chanteur, il fait de la musique. Et en gros, j'ai la chance... grâce à un mec que je connais qui bosse pour Live Nation, qui est en gros qui est tourneur, tu vois, pour Live Nation, et en gros il recherche quelqu'un pour faire la première partie du Jackman devant 22 000 personnes à Bercy. J'ai la chance de faire ça en tant que DJ. Donc j'ai joué devant 22 000 personnes. C'est tatoué ici, tu vois, 22 en 2019, et là tellement j'ai alors que c'est incroyable. Pour moi, tu vois, c'est fou, quoi. Alors évidemment, il faisait pas pour moi les 22 000, hein, mais tu joues devant 22 000 personnes, c'est quelque chose. En plus, t'es ce qu'on appelle en B-side, c'est-à-dire qu'en gros, t'as une avancée de scène, donc t'en as derrière, c'est vraiment, t'es le gladiateur, quoi, tu vois. Ce qui devait être un moment absolument génial devient un moment hyper anxiogène, où là, 3 jours avant, je commence à picoler. Là, j'arrive sur scène, j'ai 3 bouteilles de pinard dans le cornet, déjà, quoi, tu vois. Donc, il y a encore, tu vois, entre 2017 et 2020, qui est très, très important pour moi, l'alcool, des trucs qui sont très cool, mais toujours tout le temps sous alcool. Et là, réellement, je sais que je deviens totalement addict, que c'est plus drôle du tout, que je commence à en avoir marre aussi. C'est pas très marrant. Et toujours un peu poussé par l'entourage, mais pas que. Parce que souvent, là, l'entourage, déjà, il y a eu des signes très, très avant-coureurs de personnes qui se font gaffe. C'est chaud quand même. Là, ça dérape. Il y a quand même beaucoup d'avertissements que j'ignore de façon, tu vois, je me dis ouais, c'est bon, je fais ce que je veux, t'inquiète, je vais gagner à la fin. Et là, en revanche, il y a un truc qui se passe quand même pour tout le monde en 2020, le Covid. Et là, le Covid, c'est terrifiant parce que j'étais donc dans une position un peu moins sereine, mais ça allait. Et 15 jours avant les premiers confinements, le premier confinement, je vois mon carnet de commandes de DJ s'éclater la gueule. T'as 9 mois de boulot qui partent à volo. On te dit, l'État va te donner 1000 balles par mois. Ok, j'ai un loyer de 1002. Et là, c'est parti mon kiki. Enfin bref, pour moi, la société dévisse. Et là, ça me rend complètement ouf. Et là, réellement, j'étais très heureux d'une seule mesure sanitaire, qu'ils avaient laissé les cavistes ouverts. Et donc, il y avait une espèce de réseau de résistants comme ça dans mon immeuble qui se créait, des apéros avec des bons cavistes. Et le tariquet, il y a le cubique, qui est pas cher. Enfin, honnêtement, c'était la course à ça, quoi, tu vois. Et en fait, là, l'alcool devient même plus que central. C'est-à-dire que j'avais 45 minutes de lucidité à un moment par jour pendant cette période-là. Vraiment, l'alcool était omniprésent et dictait tout dans ma vie. Je te dis, à 45 minutes de lucidité par jour, c'est vraiment très très faible comme score. C'est dingue. Et pour revenir un peu plus largement du coup sur l'alcool dans une relation, etc. Donc là, tu nous as bien expliqué à quel point du coup ça a tout foutu en l'air et t'as pas vu les signaux d'alerte, etc. Et t'as préféré l'alcool à ta relation. Et, est-ce que quelqu'un peut changer pour quelqu'un d'autre ? Non, je pense pas. Ou alors est-ce que le changement doit venir de la personne elle-même ? Non, je pense que tu peux écouter ces signaux-là et tu peux à un moment, quand les éléments convergent, te dire il faut que j'arrête, il faut que je change. Je pense que toute décision ne peut partir que d'une impulsion personnelle, dans ras-le-bol aussi, en avoir marre d'en avoir marre. Tu sais, c'est vraiment ce côté-là, putain, j'en ai marre, je me supporte plus, en fait, quoi, tu vois. Dans cet état-là, tu peux donc, en fait, le mieux du mieux, c'est quand même vraiment d'essayer d'écouter ces signaux-là, de pas être dans cet entêtement-là. Là, c'est là où tu peux t'éviter un crash de vie tel que je l'ai vécu. En revanche, de changer pour quelqu'un, ça tient très peu de temps. Je pense qu'on peut évoluer, mais on ne peut pas changer.
Et en fait, moi, tu vois, par exemple, je suis alcoolique, je le serai toute ma vie, même si aujourd'hui je suis abstinent et je ne consomme rien, mais j'ai un cerveau d'addict. J'ai besoin de dopamine, j'ai un circuit de récompense qui doit être hyper nourri, et à côté de ça, un cerveau qui possède un circuit de contrôle complètement obstrué où ça marche pas. Je pense que tu peux écouter à un moment des signaux. Voilà, et là, c'est juste une question de détruire ton ego, en fait, de juste de dire arrête de penser En qu'à fait, ta tu peux gueule. t'appuyer. En fait, tu peux Ouais. t'appuyer de cette personne-là, Exactement. mais par contre, il faut que le changement vienne de Vienne de soi-même toi. pour. Je pense. Tu dis un truc qui est hyper important, que tu as dit tout à l'heure, qui était hyper importante. C'est toi, tu te fais du mal, mais tu fais également du mal aux autres. En fait, tu es dans une relation toxique. Bien sûr. Même si, après, et le terme toxique, il est un peu galvaudé maintenant, parce que tout le monde est toxique. Donc, il y a des comportements toxiques. On en a tous vécu, on en a tous fait directement, indirectement, etc. Et tu parles de l'impact du coup de nos démons entre guillemets sur les autres, mais sur le fait que du coup tu fais de la peine aux personnes qui t'entourent. Et du coup il y a aussi la responsabilité émotionnelle dans un couple et de ce que tu fais subir à la personne qui elle finalement n'a rien demandé. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'avais un comportement excessif quotidien. C'est-à-dire que j'étais... Non, mais vraiment... et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Hein. Attention, je dis pas ça... C'est pas pour me jeter les fleurs, loin de là. C'est-à-dire qu'en réalité, j'étais toujours dans l'excès, dans tout ce que je faisais, et ce, depuis toujours, en fait. Enfin, notamment depuis le moment où je me suis viré de l'IUT. C'est que, concrètement, je vivais... Sans l'heure. À 100 à l'heure. Parfois, ça cassait, il y avait un truc qui marchait pas, mais souvent ça passait, et donc plus tu joues, voilà, plus... Comme tu disais, c'était le casino. C'est le casino. T'as l'impression de jouer, ça marche, Ça marche. on va gagner tout le temps. Tiens, je continue, hop. Et jusqu'à un moment où effectivement, hop, la roue tourne, et... Il y avait un événement, du coup, tu parles du Covid, etc. Tu vois, un des premiers événements où je t'ai connu, et qui n'était pas positif malgré tout, tu vois, c'est comme j'ai dit plus tôt, on travaille dans la même boîte de nuit, toi et moi. Ah si, c'est une anecdote drôle, ça. Et alors moi je te connais pas, mais j'entends dire dans les bruits de couloir 4-4, parce que du coup, alors pour ceux qui ne savent pas, 4-4 c'est son surnom de DJ, etc. 4-4 il reviendra pas dans la boîte. Et, et je crois que t'as pas fini la soirée. Ouais, je me souviens même pas en fait. Alors, parce que j'ai beaucoup de blackout réellement, et je sais pas si j'ai terminé ou pas. Je pense pas, ou effectivement, ou peut-être. Mais en tout cas, effectivement, ouais, en fait, je sais pas. Ce soir-là, j'étais triste, et en fait, souvent, comme l'alcool est un amplificateur extrêmement puissant d'émotions. Là, ce soir-là, j'étais triste, mais rien à voir avec la soirée. J'étais déjà triste comme ça, j'étais pas bien. J'y vais parce que c'est du travail, donc voilà. Et bon, bah, au début, bah voilà, tu vois, en picolant, j'avais bu déjà en y allant. Tu vois, je suis pas arrivé virgin, quoi, tu vois, loin de là. Et puis je picole, et puis à un moment, je sens qu'il y a un truc qui est pas bien. Et je pense que souvent les addicts aussi peuvent être hypersensibles et ressentir vraiment, tu vois, un truc. Et là où tu as une carapace qui devrait être faite, bah là tu t'es mise à nu parce que tu picoles, et le truc commence à monter, et je m'énerve, et en fait je me dis putain, mais c'est des cons, il m'énerve, et puis à un moment je dévisse, et là quand je dévisse, je leur mets donc hardcore Mafia Qu'un Free, tu vois, dans Blackgammon, la boîte qui était plutôt une programmation house. Du coup, oui, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est le Black Diamond est une boîte de nuit qui se trouve sous l'Intercontinental Grand Hotel, et du coup avec une programmation house un peu bien léchée, un peu haut de gamme, etc. Bien sûr, un peu huppé. Et là, je dévisse complet, quoi, tu vois, et ça te fait louper un très bel événement, et voilà. Bah, du coup, ça nous amène un peu à ton troisième effet papillon. Troisième et dernier effet papillon. C'est un peu la renaissance du phénix après la tentative, du coup, de fin que tu as voulu faire. Là, de ce que tu me racontes, on comprend qu'entre 2017 et 2024, du coup, c'est pas cool. Comme tu dis, ça commence à s'effriter, la relation se termine, tu prends des cartons jaunes de tout le monde, le travail, ça s'effrite. Enfin, tu sens qu'il y a le Covid, tu sens que tu perds pied un peu de partout. Bien sûr. Tu te raccroches aux lianes qui tombent aussi. L'alcool, super remontant et super refuge. Tu commences à comprendre également que du coup, c'est plus l'alcool fun de soirée parce que t'es invité partout, parce que t'es populaire et que t'as le pouvoir, etc. Tu sens que là, tu commences à rentrer dans le dark side, comme tu dis, et que du coup, ton état mental, il commence à partir complètement. Enfin, là, il se passe vraiment plus rien. Là, on est juste tu lâches la rampe tout droit vers les enfers. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les gens le voient autour de toi, mais les signaux, on les voit pas, on y va, on continue à aller tout droit. Et
Et du coup, c'est le moment où tu touches le fond. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là et Bien sûr. du coup, Ah oui, donc perte de pied totale, c'est vraiment cette métaphore, tu sais, du gars qui se noie, quoi. Bon, c'est lent, hein, attention, hein, même si on a parlé d'anecdotes qui sont, ouais, non, c'est visibles. sur des années que. C'est sur des années que ça se passe. Et c'est vraiment comme si tu te noies au fur et à mesure que. Et là, tu sais que tu remontes pas à la surface. Tu sais que tu as comme un boulet au pied qui t'entraîne définitivement vers le fond. Et pendant très longtemps, comme tu l'as souligné, l'alcool n'est plus social. Au début, on t'invite, à la fin, on t'évite. Ça, c'est vraiment un phénomène C'est que tu intéressant vois. comme phrase. Hein. Ouais, parce qu'en fait, au tout début, on t'invite, après, on t'évite. C'est-à-dire que ton comportement passe plus. Ouais, parce que t'es le. Putain, c'est 4x4, il est gavé de rôle, il est truc, il est là. En plus, il est hyper connu parce qu'il est là-dedans, etc. T'es le mec à Ouais. inviter et puis t'es le mec festif. Ouais. Donc tu tapes des bars, Ouais. tu rigoles, t'es T'as le- les anecdotes à t'es- raconter, ouais, c'est ça. machin. C'est le bon pote qu'on invite à la table et on sait qu'on va passer un bon moment Ouais. jusqu'au moment où finalement Bah, tu saoules les il autres. commence à être un peu chiant. Ben ouais, tu saoules les autres, tu deviens plus triste aussi. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, pendant longtemps, il y avait de l'aigreur qui remontait de tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, j'étais dans un comportement qui était triste, très égocentrique, toujours évidemment très égoïste. Et pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas normal. Je suis plus talentueux que ça. Je mérite mieux. Enfin, Ah, c'est de l'ego, hein. Très beau, quoi. Ah bah évidemment. Et l'alcoolique et l'addict est quand même très souvent égocentrique. Vraiment, c'est un trait de caractère. Et là, tu commences à te plaindre, à t'apitoyer, à te dire c'est pas normal, c'est jamais de ta faute. Ah, c'est le monde qui est contre toi. C'est le monde qui est contre toi. Les lendemains de cuite sont terribles. Socialement, ça s'effondre. Je me dis, ouais, bon, je pars à Bordeaux. Et c'est vrai que Bordeaux, c'est pas forcément la ville la plus simple pour arrêter de picoler. Evian aurait été plus indiqué. Niveau taf, je bosse pour une très grosse agence de pub. Là, je me tiens à carreau, je me dis, faut pas que je Là, picole. t'as une grosse liane, comme on parle de liane en liane. Ouais, Là, tu te dis bon. T'as une grosse liane, t'as un joli poste, tu vois, j'étais directeur édito, créatif strat. Bon, après, c'est des grosses boîtes. En réalité, je pense que je suis pas fait pour ça. Maintenant, je le sais, c'était la leçon. Mais à ce moment-là, tu dis, voilà, t'as un très bon salaire, t'es à Bordeaux, c'est cool. Mais c'était l'arbre qui cachait la forêt, parce que je ne picolais évidemment pas pendant mes heures de travail. Je bossais 12 heures par jour minimum, soit dans un bureau, soit la nuit aussi, parce que de toute façon, il faut pondre du concept, il faut gérer plein de projets. Tu vois, tu as 20, 25 clients à gérer, donc plein de problématiques très différentes, des gens à coordonner de partout. Enfin, bref, c'est très prenant. Et en fait, le soir, première chose que je fais, c'est vraiment le premier bruit que j'aimais. Tu l'as très bien fait. Tu le fais mieux que moi. Le tire-bouchon, quoi. Et là, je me dégomme minimum 2 bouteilles par soir. Et le week-end, alors là, c'est la folie. C'est-à-dire que les 2 bouteilles se transforment en 4, 5 bouteilles par jour. Wow. Très rapidos. Pourquoi ? Parce que tu as le déjeuner en plus. C'est-à-dire que là où moi, je commençais en rentrant du taf à 20h, c'était comme tu fais si bien, à 20h, là, tu peux commencer tranquillement à 11h au marché. Tu vas au Capu, boum, premier coup de blanc. Et là, tu as l'après-midi devant toi. C'est quand même trop con de faire des trucs l'après-midi. C'est plus sympa de picoler. Et donc, en gros, je me retrouve dans un cycle où je me massacre tous les week-ends. J'en deviens évidemment très triste, parce que c'est des moments où... Alors oui, tu as des moments sociaux qui sont rigolos, mais tu as quand même pas mal d'isolation. Et puis, je continue à picoler tout seul chez moi, sur la petite terrasse, tu vois, boum, je descends les trucs. Et arrive ce fameux 17 juillet 2024, où là, en gros, si tu veux... non, le 16, pardon, parce que le 17, c'est là où le phénix renaît de ses cendres, mais le 16, c'est là où le phénix se prend une balle, se tire une balle plutôt, au sens figuré du terme. Et là, en gros, si tu veux, je me retrouve à avoir une très mauvaise nouvelle. Mon avocat m'appelle et je suis en procédure avec cette agence de pub. Et il me dit, écoute, premier tour, ça va être compliqué, faut aller en appel, hop... et puis là, j'en ai ras-le-bol. J'ai vraiment une espèce, tu vois, de ras-le-bol complet de tout, de moi-même en premier, de la société beaucoup. Je me dis, à quoi ça rime là ? T'es en colère. Je suis très très en colère, très triste. J'ai ces 2 sentiments qui se cognent, qui sont vraiment énervés. Je raccroche, il y a ma nana qui arrive. Elle me dit, ça va ? Non, pas trop. Boum, je descends une bouteille. Je
Je raconte vite fait, je suis hors de moi, j'ai les nerfs en plot, je suis une furie, quoi, tu vois. Et vraiment, je suis énervé. Deuxième bouteille, je commence à faire à picoler. Troisième, quatrième, je prends 5 bouteilles et ce, en laps de temps hyper court. C'est-à-dire qu'à 22h30, je suis évidemment ivre-mort. Là, au bout de la cinquième, j'avais un phénomène de tolérance, mais je suis pas, enfin, tu vois, voilà, je suis pas Superman, quoi. Donc là, complètement déglingué, tu vois, je me déteste, hein, revoir des trucs, c'était vraiment, vraiment trash. Ma meuf m'engueule, évidemment. Elle m'engueule, et puis elle, ça fait 5 ans qu'elle se tape le borracho, quoi, tu vois, elle est mexicaine, autant dire qu'aussi en termes de caractère, enfin, tu vois, on est sur du Canelo Alvarez, quoi, tu vois, après Poutine, Canelo. Bref, j'aime bien me confronter à une certaine difficulté. Et là, elle m'engueule, évidemment, elle est pas du tout du genre, oh, mon pauvre Thierry, attends, bah, je vais te faire un massage. Non, à la mexicaine, Zapata, quoi, elle te met un coup de truc et elle me dit, bah, t'as qu'à prendre ton Xanax, arrête de me faire chier, quoi, tu vois. Et là, ok, super. Sauf qu'en fait, comme je suis vraiment très très énervé, très triste, ben, je vais pas prendre un Xanax, je vais pas prendre une pilule, je vais prendre la boîte. Et donc là, je prends la boîte, mais sciemment. Je suis là pour me buter. Là, ton objectif, c'est éteindre la machine. On arrête, je débranche. En gros, l'idée, c'est je me considère plus adapté à la société telle qu'elle est. Il y a parfois encore, je pense, même ça, où il y a des trucs qui me rendent fou, mais bon, maintenant, je réussis à gérer mes émotions, évidemment. Je me considère, voilà, plus là. Il y a un sentiment d'injustice aussi énorme par rapport à cette affaire. Je me dis, putain, non, c'est pas normal. Beaucoup de tristesse, vraiment. Et le sentiment, effectivement, puisque depuis 2017, grosso modo, c'est malgré quelques victoires ou quelques jolies lianes, ça reste quand même moins drôle, moins avant que ça y est, la fête est finie. Et là, boum, j'ai envie de shut down le truc, quoi, tu vois, je débranche. Et donc, je prends toute cette boîte et je pars même pas à l'hôpital ni rien. Ma meuf me laisse tout seul. Je m'endors sur le canapé. Mais ta copine voit que t'as pris la boîte ? Ah ouais. Et s'en va les couilles. Et elle part bosser. Ça doit être dur, ça aussi. Ah, ça doit être dur. Ah, non, enfin, c'est dur pour elle parce qu'elle voit que tu te détruis. Mais par contre, c'est dur aussi qu'elle te laisse ouais, mais je pense qu'en sans fait, assistance, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, alors je sais pas si on en a jamais vraiment parlé, ça, tu vois, de ce sujet-là. Vous êtes plus ensemble ? Pas, si. Ah, c'est vrai ? Ouais, complètement. Okay. Mais je ne sais pas si elle avait cette info-là ou s'il y avait un côté genre, bah écoute, c'est sa vie. Et puis moi, je suis quand même assez individualiste dans ce cheminement-là. C'est-à-dire que je pense qu'on doit pouvoir se déterminer là-dessus. Enfin, je pensais en tout cas. Maintenant, je pense que ma réflexion a changé. Mais je pensais qu'on pouvait être déterministe par rapport à ça. Se dire, bon, bah, voilà, ça m'intéresse plus, au revoir, quoi. Et donc, peut-être qu'elle respectait aussi mon choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a une phrase très vraie que moi, j'applique pour beaucoup de choses, c'est « abandonne ceux qui s'abandonnent ». Oui, aussi. Et t'as ça aussi. Et tu peux pas en fait, tu sais, quand t'as une encre qui coule, tu peux pas la prendre et partir avec, tu vois, c'est que tu vas couler avec. Donc, à un moment donné, t'es obligé de lâcher. Ah, mais je pense que là, et puis, t'imagines, ça faisait 5 ans qu'elle me voyait dans des états. C'est dingue qu'elle soit restée. Délirant. C'est d'une force de caractère incroyable. Je pense que ça a dû lui faire du mal, mais elle a la peau dure, je pense qu'elle m'aime, je pense que je ne suis pas aussi qu'une sombre merde, et donc je lui apporte aussi du bonheur. Enfin, tu vois, tu restes pas avec quelqu'un si c'est que ce portrait que tu décris, ou alors tu tends te faire mal, tu vois, t'es hyper masochiste. Mais non, je pense qu'il y a une complexité de relations qui existe, mais effectivement, à ce moment-là, elle me laisse, boum, elle va bosser. Et moi, je me réveille après 15 heures de sommeil. Wow. Et là, en gros, c'est mon chien, il me met des coups de langue sur la gueule. Je me souviendrai tout le temps. Je sens son haleine, mon joli bulldog français, et je me dis, putain, je suis pas au paradis. Et je comprends que j'ai loupé mon coup. Et de là, en fait, c'était assez bizarre parce que là, en fait, premier réflexe que j'ai eu, j'ai repensé à la discussion que j'avais eue un an et demi auparavant avec en pote, une connaissance qui avait, lui, pour le coup, complètement arrêté de picoler, complètement arrêté de prendre d'autres substances également. Lui, il avait vécu aussi en crash de vie, viré de ses tafs, sa femme qui se barre, il a failli perdre la visite de la garde de ses enfants, voilà, bref, gros bordel. Et en gros, ce gars-là me dit, écoute, moi j'ai rejoint un groupe de parole, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, et ça fait 2 ans que j'ai pas bu. Et en fait, en voyant le gars, je me dis, putain, mais j'adore. Il a le mec avait l'air d'être bien, de vivre une vie qui donnait envie. Enfin, tu vois,
il est toujours dans le struggle de la vie, tu vois, c'était loin d'être simple, mais il avait l'air de bien. Et en gros, il avait planté une graine, ce mec-là, et donc, résultat des courses, en me réveillant au bout de 15 heures de ça, j'ai été sur Google, j'ai tapé alcooliqueanonyme.fr, j'ai appelé le numéro cristal, les mecs m'ont dit rendez-vous demain à Codéran à 19h. Bon. J'ai été faire la tournée de mes cavistes dans le quartier, en leur disant je viens vous dire au revoir. C'était devenu mes potes. En gros, effectivement, c'est un peu comme les Dilos, les mecs, t'es le bon client, mais on avait quand même construit une relation de voisinage, de quartier. T'as fait ta tournée d'adieu. En leur prenant chacun en bon flacon, enfin 2, hein, j'ai pas non plus été faire la tournée des Grands-Ducs, mais je crois que j'avais bu 3 bouteilles ce jour-là, c'est le 17 juillet. Je crois que j'en ai fait 3. Et j'ai été leur dire au revoir. J'ai pris à chaque fois une belle bouteille, soit que je connaissais, soit que je voulais découvrir. Et je me suis dit, allez, ça c'est la dernière. Tu vois, et vraiment l'idée, sans me massacrer, 3 bouteilles, en fait, j'étais vraiment sur une sorte de constante. C'est un verre, quoi. Ouais, malheureusement, j'avais un phénomène de tolérance qui était hyper élevé. Et donc, ça peut paraître beaucoup, mais c'était pour moi, à ce moment précis, vraiment normal. Et le lendemain, je vais à Codéran, et depuis, j'ai pas touché un verre. Et qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, allez, là, c'est bon. Je pense qu'il y avait l'intensité du geste qui était... vouloir en finir, c'est... Ah ouais, et puis vouloir en finir... Parce que c'est vraiment l'image que t'avais. Ah oui. C'est pas j'ai envie d'arrêter d'avoir mal et on va dormir. C'est vraiment je ne veux plus être là. Ah oui. Ah non, je voulais même pas. Moi, si tu veux, la douleur même dans la vie fait pour moi partie de la vie, donc c'est pas grave. Au contraire, quand je suis joueur, je joue. Je prends des risques, machin. Ouais, tu sais que tu vas pas gagner tout le temps. Mais en revanche, là, je me dis, j'ai plus envie de jouer. T'as écrit avec quelqu'un avant? Eh ben non. Ah non, même pas. Ah, tu voulais vraiment... T'imagines que potentiellement t'aurais pu arrêter là? Ah mais complet. Et puis vraiment, prends l'image du jeu des branches. Pour moi, c'était un peu comme... débranché la prise. Tu débranches la prise. Bam, l'ordinateur, tu débranches. C'est dingue. Et en fait, non, j'ai écrit à personne. Déjà, je pense que j'étais pas forcément en état même d'écrire des choses très très cohérentes. J'aurais pu le faire. Des appels à l'aide. Non, mais tu sais, oui, voilà. J'allais dire appeler à l'aide. Mais là, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, je cherchais pas à ce qu'on m'aide. Moi, je cherchais à... Je voulais juste éteindre. Voilà, éteindre. Je cherchais à éteindre. Et donc, quand tu te réveilles, justement, comme t'es joueur, tu dis merde, j'ai loupé mon coup, donc j'étais énervé, tu vois, même aussi par toi-même, tu t'es fait peur, mais c'est surtout que t'es énervé. Tu te dis putain, même pour ça, je suis pas bon, tu vois, entre guillemets. Et donc, résultat des courses, voilà, virage à 180, et je te dis vraiment, il y a cet instant de réveil qui est hyper étrange, où très rapidement ça se connecte. Je repense à mon pote qui en réalité là la graine pendant la nuit avait poussé, tu vois, avait vraiment germé. Et lui je m'identifiais à ce mec-là parce qu'on avait en tronc commun, tu vois, de parcours pro. Et voilà, c'est quelqu'un auquel je pouvais m'identifier. Je l'avais vu sobre, il m'avait finalement inspiré de façon même très inconsciente, même si même dès le départ je me disais putain ouais c'est cool quoi, tu vois, mais j'en étais incapable. Et là je pense que vu l'intensité du geste, vu l'intensité de la réflexion, puisqu'une fois de plus on n'était pas sur de l'appel à l'aide, on n'était pas sur j'attire l'attention à moi et tout. Non, on était... t'étais très conscient du fait que complet. J'ai joué, j'ai fini le jeu, voilà, hop, on débranche. Au revoir, c'était sympa. Putain, on change le programme. Moi, je pense qu'on vit dans une simulation. Je suis comme Elon Musk. Je pense qu'on vit dans une simulation. J'en suis c'est un autre sujet. Très, très sincèrement persuadé. C'est un autre sujet, effectivement. Mais voilà, là, je veux changer de multivers, quoi, tu vois. Et moi, remontez-moi sur notre histoire, quoi. Et bon, non, le créateur du jeu fait en sorte que dans ta simu, on te dit, non, tu vas rester dans la Matrix pour l'instant et continue le programme. Donc là, pour rester en vie là-dedans, je pense que c'est très darwinien comme approche. Je suis resté, je me suis dit, ok, je vais changer complètement de cap. Je savais que je pouvais pas le faire tout seul parce que je pense que l'accompagnement est hyper important post-décision. Post-prise de conscience. Prise de conscience, c'est ça. C'est pas qu'une question de volonté. Il y a d'autres choses qui arrivent, des choses très pratiques, des graines qu'on plante qui bourgeonnent. Et là, en gros, il y a un moment où il faut vraiment créer un petit peu comme une sorte de permaculture d'idées, tu vois, où faut être accompagné. Alors moi, par exemple, l'accompagnement médical a été un peu toujours en fail. Mon psychiatre, je lui mentais. Je lui dis pareil, non, je suis bon vivant, je n'ai pas de problème d'alcool. C'est intéressant que tu en parles même pour les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. De justement ils vont comprendre à mon avis oui je mentais au psychologue, etc. C'est hyper intéressant justement que tu sois honnête là-dessus, ouais, et que tu donnes les vraies clés. Par exemple, qu'est-ce qui t'a vraiment permis de
d'aller mieux et de partir sur cette sobriété constante? Mais en fait, l'idée d'un parcours médicalisé que je recommande évidemment, faut évidemment en parler à son toubib, que ce soit un médecin généraliste, un psychiatre. Là pour le coup, c'était pas un psychologue, c'était pas quelqu'un qui. Psychiatre, pardon. Le psychiatre, en fait, lui, tu racontes un peu moins ta vie, t'es pas là pour, tu vois, remuer ton passé. Généralement, il te donne des médicaments à la fin. Enfin, tu vois, t'es dans cette approche-là. Et lui, je le pipotais. Et puis, même sur ma consommation, en réalité, le mec, je lui disais, ouais, non, bon, j'ai bu 2 verres cette semaine. Bon, je m'étais mis une semaine de quiche, quoi, tu vois. Mec, j'étais pas au point d'être interné. En fait, Attends, le mec, parce que quand tu te réveilles après cette histoire, Oui. tu fais la tournée de tes potes cavistes Oui. en disant merci, j'arrête. Avant ça, j'appelle les alcooliques anonymes. C'est ça Oui, qui pardon, est rigolo. t'appelles Alcooliques Anonymes. Ils me tu disent fais, rendez-vous ok, demain à Codéran à 19h. Tu fais le tour. Je vais faire le tour pour m'acheter des petites réjouissances. Après ça, Et après ça, je bois. tu bois et après t'as ton rendez-vous. Mais après le premier rendez-vous chez les Alcooliques Anonymes, Ah oui. est-ce que tu Ma première repicoles réunion. Non. Ah non, je pose le verre en arrivant Ok, à Codéran. Ah oui, non, et le donc, 19, quand tu disais que tu mentais, c'est quand il à te mon dit. psychiatre. Le camp. Juste à mon psychiatre. Genre les rendez-vous d'avant, j'étais suivi par un psychiatre Ah bah, bien avant. depuis 5 ans. D'accord, ça y est. Et ça faisait 5 ans, tu vois, et j'étais suivi par un psychiatre parce que j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Et je pense que j'avais vraiment une dépression qui était très présente. Et en fait, si tu veux, je te dis, mon psychiatre sur cette consommation, il n'était pas con, lui, il le voyait. Mais que j'étais pas au point de pouvoir être interné. Le mec, il n'allait pas te dire, stop. Donc, résultat des courses, quand c'est comme ça, tu réussis à trouver l'entre-deux, tu es sur la ligne, mais ça passe. Tu lui pipotes sur ta conso. Et voilà, file-moi les cachetons pour me sentir pseudo mieux. Et ça traitait pas les vraies causes. Et surtout, je lui mentais. Et donc, là, l'approche du groupe de parole, c'est effectivement, les AA m'ont sauvé la vie parce que, grosso modo, j'ai rencontré des personnes qui partageaient la même chose que moi. C'était fantastique. Je me sentais pour la première fois compris. Avec des gens qui parlaient de façon aussi justement hyper honnête, de façon rigoureusement honnête. Il n'y avait pas de... On se cachait pas, quoi. On se cache pas, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de machin. Je suis malade, j'ai des problèmes. Déjà, j'ai compris que j'étais malade, alors qu'à ce moment-là, je ne le savais pas, en fait. J'ai compris en allant à cette première réunion, j'ai compris qu'en fait, j'étais allergique à un produit, que l'alcoolisme n'était pas que une manifestation. En fait, l'alcoolisme, c'est le symptôme. La maladie, c'est une maladie des émotions. C'est une gestion qui est chaotique de mes émotions. Je ne sais pas faire. Je pense que je ne saurais jamais faire. J'ai des outils pour essayer de tempérer et surtout d'éviter de manifester les symptômes. Mais concrètement, c'est comme ça que ça s'est créé. J'ai compris que j'étais malade, que c'était une allergie et que j'avais un remède hyper simple pour éviter d'activer le chétan, c'était de m'éloigner du premier verre. Et une fois que j'ai capté ça, en fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai déjà trouvé des clés. La dernière clé que les amis m'ont confiée, c'était de découper la course. Et en gros, j'avais réussi à tenir un ou deux dry January sans trop de problèmes, mais tout le temps en voyant la ligne d'arrivée. J'avais, pour récupérer un permis, pareil, fait une diète de 6 mois. Et là, c'était cool parce que j'avais passé l'hiver en Californie, où là-bas, ça picole pas. Donc, tu vois, j'avais été là-bas pour faire de la musique, pour enregistrer. Et l'avantage, c'est qu'il y avait très peu de tentations, puisque déjà, ça, je te parle de ça en 2015, les Californiens étaient plus sur d'autres produits qui se fument. Tu vois, l'alcool, c'était déjà beaucoup moins healthy pour eux. Et donc, il y a eu toute cette carrière d'arrêt ou de tentative de modération qui, à chaque fois, était en fail. Parce qu'à chaque fois, je repartais comme en 40. Et en fait, ce que j'ai compris là, c'est que, à vie, je serais alcoolique. À vie, je ne pourrais pas me modérer. Je ne pourrais plus retrouver ce circuit-là, ce contrôle-là. Ce petit verre et tout, c'est fini. Ce petit verre, c'est fini. Et en fait, quand tu comprends ça, ça te libère. Parce que, en gros, tu déposes les armes. Tu dis, j'ai perdu cette bataille-là. J'ai pas perdu la guerre, attention. Juste, j'ai perdu cette bataille-là. C'est pas grave, il y en a d'autres des batailles. On va pas non plus, tu vois. Et là, en fait, tu te sens soulagé. Tu sors de là, tu dis, OK, j'ai compris. Je suis malade et allergique à un produit. C'est pas que le produit qui est problématique, c'est une gestion des émotions. Donc, il y a un travail à faire sur toi-même. Pour éviter d'amplifier cette gestion chaotique des émotions, il faut éviter le premier verre du produit, que lui, je ne réussis pas à modérer. Et je découpe ma course, non pas en me disant j'arrête pendant X temps, boum, pour repartir comme en 40, mais en disant c'est terminé, bravo, t'as gagné. C'est pas grave, c'est juste ça. En revanche, tout le reste, je peux avoir les idées claires pour les affronter.
Et voilà comment c'est né. Voilà ce que j'ai appris. Alors là, je t'ai fait un gros sum-up, un gros résumé. Oui. Pour être tout à fait honnête, lors de la première réunion, t'apprends pas tout ça. Moi, j'ai fait en tout et pour tout plus de 250 heures de groupe de parole. Donc j'en ai bouffé, tu vois, en quasi 2 ans. Pour la bonne et simple raison que en fait, je me suis trouvé une passion. Je voulais comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, je me suis passionné pour la sobriété. Et j'ai mis autant de radicalité, d'intensité et même de kiff, hein, tu vois, à découvrir. Voilà, ce qui était T'as été en introspection sur toi-même, quoi. complet, et en ouverture sur les autres aussi, ça c'était un truc, c'est-à-dire que, en fait, c'est des groupes de parole, mais moi je parlais quasiment pas. J'ai parlé sur mon témoignage de ce qu'on appelle la première bougie, qui est donc ton premier anniversaire d'abstinence. Pour moi, c'était plus en groupe d'écoute qu'en groupe de parole, parce que les histoires des autres me nourrissaient énormément. Et je trouvais à chaque fois, des trucs où je me disais, tiens... Qui résonnait en toi. Ouais, qui résonnait. Et en fait, autant t'as qu'une seule façon d'être sobre, autant t'as 1000 façons d'être addict. Et donc, c'est assez intéressant. Et donc, je me suis plongé un peu comme en gonzo journaliste, comme le Hunter S. Thompson, tu vois, de Las Vegas Parano dans son sujet, sur la sobriété pour le coup, tu vois. Et ça m'a fasciné parce qu'en fait, en me plongeant dans ça, j'ai aussi tout de suite communiqué sur Instagram sur ma sobriété. Alors au début, tu vois, pareil, tout le monde est incrédule. Il se dit, ouais, il fait une petite pause, une sorte de July. Comme ceux qui fument, qui arrêtent de fumer. Allez, j'arrête, c'est fini, les gars. Puis en fait, tu fais, en soirée, une dernière. Et au début, tu sais, je postais mon compteur d'abstinence. Alors au début, tu le regardes tous les jours, hein. Tu as même les heures, donc limite, tu comptes presque les heures, mais chaque victoire, et chaque heure est une victoire aussi, quoi, tu vois. Et bon, aujourd'hui, plus du tout, je sais même pas au jour près, je regarde quand je fais mes podcasts, mais ça s'arrête là. Et en gros, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris qu'il fallait morceler donc cette course, et que, au fur et à mesure, j'apprends, je me rends dans ces groupes de parole, je communique sur Instagram, ce qui fait que ça libère la parole de réseaux auxquels j'étais connecté, de mecs, tiens, moi aussi, qui eux, forcément, n'en parlaient pas publiquement, parce que jusqu'alors, il y avait tout le monde avait ce truc un peu honteux de... Pas tous, mais certains. Mais tu vois, de se dire... par message privé, tiens, moi aussi, ça fait X temps, ou moi aussi, j'aimerais bien. Et tu sentais qu'il y avait ce truc qui bouillonnait, tu vois, mais aucune façon de transmettre ces messages-là. Et de là est né donc le fameux projet Jour 1, qui aujourd'hui est plus qu'un projet. C'est-à-dire que j'écris le prochain chapitre de ma vie. C'est un peu... Alors, pour ceux qui regardent le podcast et qui ne savent pas, donc tu as créé un podcast qui s'appelle le Sober Podcast. Le Jour 1. Ah pardon, je pensais que c'était le Sober... Sober Podcast, c'est la baseline, en fait. C'est la catchline. Ok. Jour 1, en fait, c'est un écosystème qui, effectivement, part dans podcast, où là, l'idée, c'est d'explorer la sobriété sous la forme d'entrevues de personnalités inspirantes. Le concept est hyper simple, c'est de créer un processus d'identification avec des auditeurs et de libérer la parole auprès de personnes qui ont envie de libérer la parole sur ces sujets-là, pour juste te dire... Voilà, nous, on va parler de notre vie avant, de notre déclic, et notre vie après surtout, de parler de sobriété sous un angle lifestyle, en angle cool, en angle heureux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quand même la plupart du temps, moi, franchement, dans toutes les interviews pour l'instant que j'ai menées et dans tous les contacts que j'ai pu voir, tout le monde te dit, c'est la meilleure décision de ma vie. Oui, parce qu'on a traversé les enfers, et là, à un moment, on n'est pas au paradis, mais on n'est plus en enfer. J'ai l'impression que tu as en fait tout simplement transcrit le groupe de parole qu'on a l'habitude de voir dans des associations, des choses comme ça, ou dans ta ville, tu vas au groupe de parole. En fait, j'ai l'impression que tu l'as retranscrit sur un podcast. Et en fait, tu fais un espèce de groupe de parole nouvelle génération, privé, et du coup qui parle... Enfin, privé et public. C'est ça qui est drôle, parce que les gens s'exposent. C'est ça, et qui parle à finalement beaucoup de monde. T'es un peu la petite personne isolée à qui il n'arrive que ça, etc. Et au final, tu te rends compte que vous êtes beaucoup. Enfin, beaucoup. Bien sûr. Vous êtes... Il y en a. Vous reconnaissez, et finalement, on n'est pas si seul. Et oui. Et en équipe, on est plus fort que de... Et en fait, le podcast a vocation à réunir deux communautés. Donc, une communauté de personnes qui veulent témoigner. Et ça, c'est hyper important. Moi, au début, j'avais vraiment une interrogation là-dessus. Est-ce que les gens veulent prendre la parole de façon publique, s'exposer, cross-poster? Parce qu'en fait, pourquoi on a de si bons métriques? C'est pas justement, il y a zéro paid, mais il y a uniquement du cross-post. C'est-à-dire que moi, dès le deal de départ, je dis, voilà, je communique le mardi et le jeudi sur votre épisode. Vous allez être, on se tutoie, vous allez être tagué, invité à collaborer. Faut assumer le truc. Moi, je fais pas d'anonyme. Il y a les alcooliques anonymes, là, c'est les alcooliques pas anonymes, quoi. En gros, l'idée, tu vois, c'est ça. Donc, faut assumer de témoigner. Et donc, est-ce que, premièrement, j'allais réussir à
rencontrer des témoins qui veulent. J'ai lancé 2 perches au début de gens que je connaissais ou avec qui j'avais échangé sur la sobriété de façon privée. J'aurais dit, vous voulez venir? Le premier, c'est un mec qui bossait pour une marque qui s'appelle Tiller, une marque, tu vois, très connue dans les années 2010, qui a raidé, fait sa vie, et poum, pareil, crash de vie, ça part en noisette. Sobriété, premier épisode. Deuxième épisode, Guillaume, qui lui était le DIRCOM de Colette, le concept store parisien, pendant 18 ans. Donc lui, ponte de la fashion. C'était les 2 seules invitations. Depuis, je reçois à peu près une demande de témoignage par jour. Incroyable. Je pourrais faire une quotidienne. C'est pas le but. L'idée, c'est aussi de garder en temps long. Moi, je me projette sur le moyen long terme avec ce projet-là. On n'est pas là pour faire une course à l'audimat ou pour créer en contenu quotidien. Je préfère rester sur un rythme hebdo, mais en tout cas, cette communauté-là a été touchée. Et ensuite, l'autre question, c'était est-ce que des personnes vont souhaiter s'interroger sur leur liberté, écouter ça ou pas? Et ça aussi, pareil, tu vois, tu le sais pas. En fait, il faut tester faut tester. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui y trouvent des pistes de réflexion. Comme je reste persuadé que l'identification est un moteur hyper important dans la prise de conscience et dans la décision d'arrêt. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelqu'un, tu ne t'identifies pas à quelqu'un qui t'inspire grâce à sa sobriété, une vie qui a l'air plus cool que la tienne quand tu es dans la conso, ça marche pas. Moi, je l'ai eu via en coup de chance ou le destin, via la personne dont je parlais tout à l'heure. Là, je pense que l'idée, c'est de provoquer un peu le destin là-dessus. C'est-à-dire que de pouvoir planter des graines où justement, tu vois l'épisode avec Mika, qui est en restaurateur, il a créé les Enfants du Marché à Paris. Énorme restaurant, donc c'est dans le marché des enfants rouges, c'est un comptoir bistronomique qui est quasiment étoilé, référence du vin naturel, le mec c'est une star réellement, quoi, tu vois, c'est un restaurateur complètement fou. En fait, ce mec-là, boum, problème, il témoigne, et là ça a complètement pété parce que toute la profession en a parlé. Et c'est quelqu'un d'inspirant. Et en fait, vraiment, une fois de plus, moi, je suis un peu à l'ancienne là-dessus. Je crois beaucoup aux leaders d'opinion. Je crois beaucoup aux gens qui peuvent impacter des petites communautés, mais très fortes, qui elles-mêmes sont puissantes, plutôt que d'être, boum, j'arrose tout le monde. Et moi, je cherche pas à parler à Madame Michu, qui a rien à voir. Tu es dans ta niche. Ouais, je suis dans une niche surtout qui peut diffuser. Et j'ai encore cette nostalgie, en tout cas du leader d'op par rapport, tu vois, au côté masse, au côté influence. Je supporte pas l'idée de, tu vois, ou alors si, pourquoi pas, mais avant c'était de la télé-réalité. Moi, non, je cherche pas à faire le loft, quoi, tu vois. Je cherche vraiment à, avoir des gens qui ont des choses à raconter, qui sont passés par des environnements plus ou moins extrêmes via cette consommation d'alcool, qui souvent était d'ailleurs une consommation polydépendante. On l'aborde dans le cadre du podcast. Et donc de libérer la parole et en fait les 2 communautés communiquent. Et moi, je peux le dire pour avoir écouté, et pourtant, je ne suis pas forcément de base concerné par le sujet. J'ai beaucoup aimé la façon, comme je te l'ai dit au début de podcast, la façon dont on parle, cet angle qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le truc très négatif. C'est négatif, hein, évidemment, il ne faut pas minimiser. Mais sous le prisme de la médecine, des solutions médicinales, etc. Et t'en parles, comme je t'ai dit, du coup, t'as un peu lifestyle. Ok, on a ce problème. On est des gens comme tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est ok. Maintenant, comment on peut avancer là-dessus, etc. Et t'en parles vraiment avec un prisme très très cool et qui, je pense, fait du bien à beaucoup de monde. Donc, félicitations. Merci. Et je mettrai les liens de ton podcast en description. Pour faire un espèce de bilan, moi j'aime bien faire un petit bilan du podcast avant chaque fin. Alors, ce qui est génial, et en fait tu représentes énormément l'ADN de ce podcast, de l'effet papillon. C'est vrai que j'ai souvent tendance à avoir des invités qui ont des effets papillons positifs de j'ai fait ça, ma vie de parent, mon job, mes amitiés, mes amours, etc., qui ont permis de faire des choses incroyables positivement. Il y a des choses positives qui sont arrivées, mais il y a aussi des choses négatives qui sont apparues à cause de ce problème-là d'alcool. Et déjà, franchement, encore bravo d'en parler aussi librement, d'une façon aussi détachée, et avoir le recul nécessaire, parce que c'est, je pense, très dur d'en arriver là. Il faut... Non, c'est facile. En fait, la réalité, honnêtement, je peux te dire c'est plus facile qu'il n'y paraît. En fait, si t'es vraiment hyper honnête avec toi-même. Oui, mais tu te regardes dans le miroir. Oui, mais attends, là déjà, rien que ça,
Ça, c'est compliqué. Voilà, C'est ça ce que qui est je te dis. compliqué, c'est pas d'en parler. En fait, une fois que tu es hyper honnête avec toi-même, que tu as capté le problème, que tu te dis, bon, ben voilà, de toute façon, si je veux continuer à vivre, j'ai pas d'autre choix. Concrètement, t'as pas d'autre choix. Non, mais c'est vrai. Mais franchement, Bon, après, tu te mets là, et puis après, c'est au contraire, c'est chouette parce qu'il t'arrive de très jolies choses et que t'as. Je dis pas que tout est facile, hein, tu vois, mais tu as la possibilité de vivre vraiment de façon très intense, tout aussi risquée, tout aussi débile, même souvent, mais avec ce risque en moins. Et putain, c'est comme si tu déposes un sac à dos, quoi, tu vois. Tu dis, waouh, cool, ok, maintenant, la randonnée était dure, mais maintenant, je peux même presque courir dans la colline. Donc, j'y vais à fond, tu vois, je m'en Trop fous. Et bien. je me dis, tous les jours sont comptés, c'est pas grave. Et tous les jours, je fonce sur mon projet, je fonce sur ce que j'ai envie de faire, je bouffe la vie. Et voilà, et donc c'est une espèce de gros pied de nez, tu vois, par rapport à l'autodestruction. mais trop bien. Franchement, je te dis vraiment chapeau parce que je te connaissais pas plus que ça. On se connaissait en tant que collègue et tout. Et je suis hyper touché par ce que tu as traversé et de la façon dont tu le racontes et tout. Donc, tu vois, j'ai pas grand chose à dire de plus que félicitations et merci pour ce témoignage et d'avoir pu discuter de tout ça de façon hyper libre. Je vais te laisser la parole une dernière fois face caméra. Si tu veux dire quelque chose pour le mot de fin, je voulais juste rappeler également qu'il y a des numéros et un site internet qui existent pour ces problèmes-là. Il faut faire un peu de prévention aussi. T'en as extrêmement bien parlé durant tout le podcast, mais vous pouvez appeler le 3114 pour discuter avec quelqu'un. www.alcool-info-service.fr. Voilà, c'est peut-être un premier lien pour aller vers la rédemption. Et je mettrai évidemment les liens en commentaire, en description, excusez-moi, pour que les gens puissent se renseigner s'ils ont besoin. Et parler, c'est déjà commencé à changer. Donc, Ouais, il y a plein de portes d'entrée qui existent. Évidemment, je pense que la toute première, ça, c'est des numéros plutôt d'urgence, en fait, Alcool Info Service. C'est l'État qui gère ça, donc c'est l'État. Je pense que c'est une porte d'entrée, c'est hyper important et c'est précieux de l'avoir. Tu as la porte d'entrée médicale qui est hyper précieuse et qu'il faut vraiment explorer. Ton médecin généraliste, des psychiatres, des addictologues qui sont des psychiatres spécialisés en addiction. Ça, c'est vraiment une porte d'entrée incroyable. Les fraternités, les groupes de parole, hyper important aussi. Ne pas avoir peur de pousser la porte. C'est totalement gratuit. La porte est grande ouverte, mais elle peut être dure psychologiquement à pousser. Il ne faut pas avoir peur. Très sincèrement, c'est le plus dur. Mais très sincèrement, il y a une bienveillance au sens propre du terme. Pas bienveillance, je ne suis pas en train de faire du marketing. Il y a une vraie bienveillance dans ces groupes de parole qui peut être forte. Tu as du coaching, tu as plein de choses. En gros, si tu veux, aujourd'hui, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de balayer tout le spectre, aller chercher ses réponses et surtout, effectivement, parler. Tu l'as vraiment dit, c'est ne pas rester isolé, ne pas se sentir seul face à cette maladie et essayer de trouver les solutions. En tout cas, tu as vraiment plein de portes d'entrée, il ne faut vraiment pas hésiter à les pousser. Voilà, vous avez toutes les informations. Je te laisse le mot de la fin. Yes. Face caméra, si tu veux dire un dernier mot, le dernier mot est à toi. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode. On a énormément bavardé avec David et c'était génial. Je le remercie infiniment pour son invitation. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir aussi ce temps long pour pouvoir parler de la vie au sens large, pas que de la mienne, mais aussi de l'addiction. Et je trouve que c'est très très chouette d'avoir ces espaces de parole où on peut parler de choses qui sont sur le papier pas fun, mais qui en réalité sont très très positives et voilà, donc je tenais vraiment surtout à remercier David et l'effet papillon pour son invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo, ça aide pour le référencement. N'oubliez pas que l'épisode sort une première semaine. La première semaine, elle sort sur YouTube. Privilège à YouTube. Et ensuite, la semaine suivante, sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Cédric. Merci à toi David. Max Power.